Trump reçoit Vladimir Poutine à Anchorage en Alaska. Cessez-le-feu temporaire, fin des combats durables, traité de paix ou alors à rien du tout. On vous plonge dans un instant au cœur de ce sommet. Dans ce journal également, les réactions politiques après la profanation de l'arbre en mémoire d'Ilan Halimi. Week-end de l'Assomption également sous haute sécurité autour des lieux de culte chrétiens en France, comme à Lourdes où nous vous emmènerons. La reprise de la Ligue 1 de football avec le regard d'Alain Giresse. Et puis dans la lucarne météo, Marlène Duret, bonsoir. Quelles sont les prévisions ? Alors la tendance, c'est que la canicule recule. À 22h, 4 départements vont sortir de l'alerte orange. Le Loiret, Lyon, l'Aube et la Haute-Marne. Température en baisse d'ailleurs du nord de la Bretagne au Benelux. On sera sous les 30 degrés. En revanche, il fera encore très chaud ailleurs, jusqu'à 42 degrés dans l'intérieur du Gard et de l'Hérault. Merci Marlène Duret, météo complète à la fin de ce journal. Et en ce jour férié, nos éditorialistes vont nous ferrer avec leurs arguments. Alexandre Malafaille et Michel Fayad en première heure, puis Elliot Maman et Michel Taube en seconde. Dans moins d'un quart d'heure, et alors que la rencontre Trump-Poutine a lieu ce soir, nous tenterons de comprendre l'état d'esprit du président russe avec Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France. Et puis après le journal de 20h, là, nous plongerons dans les coulisses de ce sommet, de toutes les attentes avec le politologue Frédéric Ancel. Europe 1. Le monde entier attend cette réunion. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent ce soir en Alaska. Il sera 21h30 heure française. Les deux dirigeants devraient largement aborder la question d'un cessez-le-feu en Ukraine où le principal intéressé, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, n'a pas été convié. Antoine Bienvaux, bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Antoine, l'heure de la rencontre approche. Les deux chefs d'État sont actuellement en route pour l'Alaska. Oui, Donald Trump et Vladimir Poutine sont en ce moment dans les airs, dans leurs avions respectifs, avec pour destination commune Anchorage en Alaska, théâtre de cette rencontre très attendue. Le président américain devrait accueillir en personne Vladimir Poutine sur le tarmac dans un petit peu moins de 2 heures à 21h heure française très précisément. Il s'agira là d'une première photo historique car les deux hommes n'ont plus été côte à côte depuis 2019. On le rappelle, Vladimir Poutine et Donald Trump s'enfermeront ensuite dans la base stratégique d'Elmendorf-Richardson pour des discussions inédites qui pourraient, selon le Kremlin, durer entre 6 et 7 heures. Avec un objectif principal selon Donald Trump, parvenir à un cessez-le-feu. Le président américain l'a encore répété à bord de son avion Air Force One tout à l'heure. C'est un homme intelligent, nous nous entendons bien et nous nous respectons beaucoup. Je pense que nous pouvons parvenir à quelque chose. Ce que je veux, c'est un cessez-le-feu rapide, mais je ne sais pas si ce sera aujourd'hui. Mais je ne serai pas content si ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde dit que ce n'est pas possible, mais je veux que les massacres s'arrêtent. À l'issue de leur tête-à-tête, les deux chefs d'État partageront un dîner d'affaires avec leurs proches conseillers avant de tenir une conférence de presse, elle aussi inédite. Une prise de parole commune qui sera particulièrement scrutée par les Européens, soucieux de voir naître un accord défavorable à l'Ukraine en l'absence de Volodymyr Zelensky. Antoine Bienvaux, merci. Et j'ajoute que cette rencontre Trump-Poutine sera bien sûr au cœur de nos interviews de 19h15 et 20h15 ce soir, avec tout d'abord l'ancien ambassadeur russe en France, Alexandre Orlov, qui arrive dans moins d'un quart d'heure, et puis le politologue expert Frédéric Ancel. Ce sera après le journal de 20h. Depuis la découverte à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, de l'abattage d'un olivier planté en hommage à Ilan Halimi, victime du gang des barbares en 2006 parce que juif, les réactions politiques se sont multipliées. Des oppositions jusqu'à l'exécutif, une émotion quasi unanime, mais certains élus sont pointés du doigt, Jacques Serret. Oui, pour Emmanuel Macron, abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Face à l'antisémitisme, poursuit le chef de l'État, la République toujours intransigeante. Une intransigeance perfectible puisque les faits sont là. Dans la France de 2025, l'antisémitisme explose, d'où les mots de François Bayrou. La lutte jamais achevée contre le mortel poison de la haine est notre devoir premier, réagit l'hôte de Matignon. Place Beauvau, Bruno Retailleau pose ces mots sur ses réseaux. On ne peut éprouver que dégoût et colère face à ce geste. Éric Ciotti, le patron de l'Union des droites, déclare de son côté que les barbares à l'origine de cette forfaiture ne font que renforcer notre détermination à les combattre sans relâche. Honte aux profanateurs antisémites, écrit le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, quand l'insoumis Antoine Léaumont adresse son plein soutien à nos compatriotes juifs. Des messages qui se heurtent aux vives réactions des internautes, une partie de la gauche étant pointée du doigt pour son ambiguïté face aux actes anti-juifs depuis le pogrom du 7 octobre 2023. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Des individus ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane. Hier soir, ça s'est passé à Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, près de Dijon. D'après la préfecture, des prospectus ont été allumés, puis coincés dans la porte d'entrée. Le feu a vite été maîtrisé par des passants. Une enquête a été ouverte pour dégradation. À Lourdes, la fréquentation du sanctuaire
sanctuaire, elle, est revenue à son niveau d'avant Covid cette semaine. En ce 15 août, quelques 20 000 personnes étaient réunies ce matin pour la grande messe de l'Assomption. Margot Bongrand, un dispositif de sécurité renforcé est en place pour pouvoir accueillir ces pèlerins venus du monde entier. Plus de 80 000 personnes viennent chaque jour cette semaine sur le site du sanctuaire de Lourdes. L'Assomption ici, c'est le point culminant de l'année. Joséphine est venue d'Île-de-France pour la 3e fois. C'est une grande fête. On vient se recueillir, on vient à la rencontre de Dieu, prier, lui donner nos intentions. Et on se sent bien, on sent qu'on est vraiment sur une terre sainte. C'est une terre sainte et puis on est protégé par les anges, par Dieu, par l'Esprit Saint. On est bien content. Pour assurer la sécurité du site, plus de 300 effectifs des forces de l'ordre sont mobilisés comme chaque année. Des drones survolent le sanctuaire, des policiers patrouillent et chaque entrée est surveillée. La sous-préfète Sophie Miècheville se félicite d'accueillir en plus cette année une unité de gendarmerie roumaine. C'est très bien d'avoir des renforts de policiers étrangers parce qu'il y a beaucoup de nationalités qui se mélangent et il est important de pouvoir avoir des gens qui parlent d'autres langues. Ce pèlerinage est un moment fort de la ville de Lourdes. Sur des événements en plus religieux, on craint toujours évidemment le risque attentat, mais comme partout en France. Donc vraiment c'est un site sensible qu'il convient qu'on protège au maximum. Le dispositif de sécurité renforcé sera prolongé la semaine prochaine lors du pèlerinage des gens du voyage. 1000 caravanes sont attendues rien que sur la commune de Lourdes. Margot Bongrand, Europe 1, 19h06. La fête dans le monde se serait bien passée. Les talibans célèbrent aujourd'hui leur 4e anniversaire de leur retour au pouvoir en Afghanistan. Un balai d'hélicoptères a lâché des fleurs au-dessus du centre-ville de la capitale Kaboul. Des intégristes très heureux de voir leur gouvernement reconnu par la Russie. Retour en France, prudence si vous devez prendre le volant ou même si vous êtes actuellement sur la route, d'ailleurs bonne route. La mortalité sur nos routes en France a augmenté de 23% le mois dernier par rapport à juillet 2024. Pour ce chassé-croisé de l'Assomption, 7000 gendarmes sont mobilisés partout en France. Contrôle et prévention routière au programme, comme le confirme le lieutenant-colonel Erwan Coiffard. Il est porte-parole de la gendarmerie. Le flux est important du nord vers le sud, d'est en ouest. On va avoir vraiment tant des estivaliers qui rentrent chez eux que d'autres sur ce fameux chassé-croisé du week-end du 15 août. Là, on cible particulièrement ce qu'on appelle les infractions graves génératrices d'accidents. Ce sont les grands excès de vitesse, les conduites sous alcoolémie, les conduites sous stupéfiants. Pour vous donner encore un ordre d'idée, ce sont près de 450 permis qui sont retirés par jour par la gendarmerie dans le cadre de ces infractions-là qui sont relevées. Après, évidemment, vous allez avoir des gendarmes qui seront présents notamment sur certaines aires pour distribuer des kits de prévention à l'attention des familles, même souvent des enfants. Je ne peux qu'encourager vos auditeurs à suivre la gendarmerie sur les réseaux sociaux, puisque ce week-end, dans le cadre des différents dispositifs qui seront réalisés, il y aura une communication qui sera faite localement. Et pour ce qui est de l'état de vos routes, des couleurs, du rouge demain dans le sens des retours sur toute la France. Si vous allez vers la mer, ce sera rouge aussi dans le quart sud-est et orange sur le reste du territoire. Un peu moins de difficultés dimanche d'ailleurs, si vous pouvez partir le dernier jour de la semaine, ce sera mieux. Bison futé annonce seulement pour le sud-est du rouge dans les deux sens de circulation. Les sports avec le coup d'envoi ce soir de la toute nouvelle saison de Ligue 1 de football. Dans un contexte de baisse des droits TV, un fossé toujours plus profond se creuse entre les petites écuries comme Angers et Metz par rapport au club plus riches et même nouveaux riches comme Strasbourg, adossés à de grands groupes ou encore de grandes fortunes comme Rennes ou le Paris FC. Écoutez l'avis d'Alain Giresse. Oui, mais Strasbourg, c'est Chelsea, c'est des moyens énormes. Et regardez aussi, Rennes a fait aussi d'un bon recrutement, Marseille aussi. Tant mieux, parce que ça veut dire que ça donne des possibilités d'avoir des équipes qui seront plus performantes, qui va élever le niveau de la Ligue 1. Ouais, moi, je trouve tout ça quand même intéressant, parce que de toute façon, pour avoir une très bonne équipe, il faut pas se leurrer, hein, il faut avoir des moyens. Ça fait pas tout, mais c'est quand même un argument primordial. Alain Giresse, ce nouveau championnat de France de Ligue 1 de football, ça démarre ce soir à Rennes-Marseille en ouverture, match à partir de 20h45. Et puis la suite est également demain, mais aussi dimanche avec en clôture Nantes-PSG. Là encore, ce sera à partir de 20h45 le PSG qui a raflé la Super Coupe d'Europe en milieu de semaine. Allez, on passe à la météo avec Marlène Duré. La canicule 7 du terrain ce week-end. Et oui, effectivement. Alors pour le moment, on a toujours 70 départements placés en alerte orange. Mais à 22
22h ce soir, 4 départements vont sortir, le Loiret, l'Yonne, l'Aube et la Haute-Marne. Il restera donc 66 départements. Et on a de l'air moins chaud au nord de la Seine. Ça va continuer de gagner progressivement du terrain vers le sud. Donc de nombreux autres départements vont repasser en jaune. Et demain soir, il ne restera plus qu'une trentaine de départements du sud et de l'ouest en alerte orange. Dimanche, cet air moins chaud va continuer de s'engouffrer. Et mardi, on devrait sortir de la canicule. On va respirer. D'ailleurs, des orages sont en prévision. Alors en attendant, la nuit va être encore très douce. Des minimales qui ont du mal à descendre en dessous de 20 degrés. On est sur du 21 à 24. Nuit même étouffante du sud-ouest vers la Méditerranée jusqu'à 27 degrés de minimale. Et puis pour demain après-midi, on prévoit encore 38 à 40 du sud-ouest toujours vers la Méditerranée. Alors le Mistral va se renforcer un petit peu plus et va propager la chaleur un peu plus de la basse vallée du Rhône vers la Méditerranée. Donc on peut s'attendre à des pointes à 41, 42 degrés dans l'intérieur du Gard et de l'Hérault quand même. Et puis aussi, quand même, le Mistral aura pour conséquence de renforcer le risque de feux de forêt. Donc ça aussi, restons prudents. On a 2 ou 3 départements, oui, c'est la Drôme. Elle fait ça de tête. Là, elle est en train de réfléchir de tête. Bravo. La Drôme, l'Aude et le Vaucluse qui ont un risque extrêmement élevé, donc en rouge sur la carte météo des forêts, si vous voulez regarder, bien évidemment. Et puis, je voulais préciser qu'il y a même un contraste de température vers le nord, en allant du nord de la Bretagne vers la Normandie, l'Île-de-France et le Benelux, avec des températures qui seront en dessous de 30 degrés demain. Donc, petit contraste. Et ça va même bien baisser, puisqu'à Cherbourg, on attend 22, 24 à Caen, 28 à Paris. On repasse vraiment sous les 30 degrés. Merci beaucoup Marlène. Si jamais vous n'avez pas encore téléchargé l'application Europe1.fr, je vous invite à le faire. Comme ça, vous pourrez voir en vidéo Marlène qui revient de vacances. Elle est toute bronzée, elle revient d'Italie. Et ça devait être un très beau voyage. Merci beaucoup Marlène. Beaucoup. Restez avec nous dans un instant. Je reçois un ancien ambassadeur de Russie en France. À moins de 3 heures du rendez-vous Trump-Poutine, Alexandre Orlov va nous aider à décrypter, entre autres, l'état d'esprit du président russe. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1. Leclerc, bonjour. Dites, il y a bien 10 bâtons de colle dans votre promo UU. Oui, c'est ça. Ah bien, parce qu'avec les 3 demandés par la maîtresse, ceux que mon fils va prêter aux copains et ceux qu'il va oublier à l'école, c'est parfait. On connaît ça. Alors jusqu'au 6 septembre pour l'opération rentrée chez Leclerc, le lot de 9 bâtons de colle UU de 8,2 grammes plus un bâton de 21 grammes est à moins 25%, soit 4,49 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Également disponible en click and collect. Ikea. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Tu vas où? Faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand Ikea vous offre jusqu'à 400 € de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2 000 € hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite Ikea Family. Conditions sur Ikea.fr. Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+. La radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est 3 lettres pour une révolution de la radio. DAB+. Plus d'infos sur ensemblepourledab+.fr. À tous ceux qui grimpaient aux arbres pour attraper les fruits, aux petits frères qui les suivaient parce que si je suis cap, hein. Et à ceux qui étaient très forts pour monter mais beaucoup moins pour redescendre. Mais non, mais pars pas. Et s'il y a des loups? Jusqu'à samedi, Intermarché propose les prunes Mirabelle de Lorraine IGP Origine France à seulement 3,69 € le kilo. Et tous les week-ends, vous avez 10% d'avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 22-32, catégorie 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de passer votre vendredi soir avec Europe 1 et dans Europe 1 Soir Week-end. Alexandre Malafaille. Cher Alexandre, bonsoir, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Guillaume Lariche. Et je reçois également Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonsoir Michel. Bonsoir. Première fois qu'on passe une soirée ensemble. Ravi de vous accueillir dans ce studio. Et tous les trois, nous accueillons Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France de 2008 à 2017. Bonsoir Monsieur Orlov. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans
dans ce studio d'Europe 1. Donald Trump reçoit donc Vladimir Poutine en Alaska. Ce sera sous un ciel ensoleillé, quelques nuages à Anchorage, 17 degrés, température plutôt douce, alors que peut-être que les températures vont faire s'échauffer les esprits, on va le voir. Cette rencontre entre les deux poids lourds de la scène politique internationale, un tête-à-tête est évoqué, et le Kremlin a déjà dit que cette rencontre pourrait durer 6 à 7 heures. Est-ce que le temps long est nécessaire pour ce genre de rendez-vous, monsieur Orlov ? Écoutez, moi je pense bien sûr, puisque si les deux chefs d'État se sont donné la peine pour aller se rencontrer, il faut parler de plusieurs sujets. Sans doute le sujet numéro 1 sera le conflit en Ukraine, mais il y a d'autres choses et nous sommes très intéressés à améliorer nos relations bilatérales avec les États-Unis, notre voisin, développer des relations économiques. Je crois que Donald Trump est avant tout un homme d'affaires et il est toujours cherche un deal et toujours cherche quelques intérêts économiques pour son pays, ce qui est tout à fait normal. Avec la Russie, je crois, il y a plein de projets à envisager. D'ailleurs, je constate que dans la délégation russe qui accompagne le président Poutine, il n'y a pas que des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, mais il y a aussi le ministre des Finances et puis un monsieur Dmitriev, qui alors à la tête d'une grande fondation d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets qui vont être débattus pendant cette rencontre. Vous, qui êtes donc russe, quel visage Vladimir Poutine adopte a priori dans ce genre de rendez-vous ? Sobre avec de l'engagement, de la retenue, ou au contraire très prolixe dans la discussion ? Écoutez, moi, j'ai été plusieurs fois à côté du président Poutine à ces rencontres avec les dirigeants français. Je peux dire qu'il a toujours la même attitude. Elle est une attitude très, très respectueuse de l'autre côté. Il est toujours très ouvert, calme. Il parle calmement, il parle bien. Il se prépare bien, mais il connaît par cœur, puisque depuis plus de 20 ans déjà, il est à la tête de la Russie, il connaît tout par cœur. Mais quand même, il se prépare à toutes ces négociations et je crois qu'on peut s'attendre, puisque je crois que, si j'ai bien compris, Donald Trump voulait voir M. Poutine pour entendre de sa bouche qu'est-ce qu'ils attendent en Ukraine, qu'est-ce qu'il veut faire en Ukraine pour mieux comprendre et après aller ensemble vers la paix. Là, c'est la meilleure façon, puisque le président Poutine va sans doute expliquer les attentes qu'il a vers cet accord de paix, des lignes rouges à ne pas dépasser. Et ça, je crois que c'est une rencontre très utile et surtout très, très importante qui lance vraiment un vrai processus de négociation de paix sur l'Ukraine. Alors, vous dites que ça va lancer certainement un vrai processus de paix sur l'Ukraine. Je crois que la planète entière l'espère. Mais pour ce soir, le président américain parle juste d'une prise de contact. Une prise de contact, on se serre la main et on se quitte bons amis, ou vraiment on enclenche quelque chose ? Non, une prise de contact peut durer 10 minutes à l'aéroport, à l'accueil, non. Donald Trump a dit qu'il sentirait directement dans les 5 premières minutes ce qui se passera. Bon, d'accord. Nous connaissons bien Donald Trump, c'est un homme énergique, même trop. Mais je crois qu'ils ont des choses à se dire et je suis sûr que les négociations qu'ils vont avoir vont durer quand même plusieurs heures. Donald Trump a eu de bonnes paroles pour Vladimir Poutine. C'est un homme intelligent, il fait ça depuis longtemps, moi aussi. Nous sommes présidents, nous nous entendons bien. C'est ce qu'a donc déclaré le président américain. Est-ce que Vladimir Poutine est sensible aux compliments, à la flagornerie ? Non, c'est pas quelqu'un qui est très sensible aux compliments. Mais bien sûr, c'est toujours agréable de les entendre. C'est un homme fier quand même. C'est un homme très fier, très très fier, et surtout un homme qui est déjà au pouvoir depuis plus de 20 ans, il connaît tous les rouages. Mais je crois qu'on peut dire aussi qu'avant de rencontrer Donald Trump, Poutine a aussi dit quelques paroles bien sur le président américain. Il a dit que nous apprécions beaucoup les efforts de Donald Trump qui sont sincères et énergiques. Je crois que le mot sincère est un nom très important. C'est-à-dire, ça montre qu'entre deux hommes, il y a une confiance. Et c'est vrai, puisque aussi bien Poutine que Trump, ce sont des gens pragmatiques avant tout. Pragmatiques, pas idéologues. Ceux qui donnent la possibilité de s'entendre sur des choses importantes. Bien sûr, Trump ne peut pas parler pour l'Ukraine, mais je crois que comme les États-Unis, pas Trump, mais les néoconservateurs de Obama et de Biden ont lancé toute cette opération contre la Russie, c'est avec les Américains qu'il faut commencer à se découdre.
Alexandre Orlov, vous a arboré une chemise avec les couleurs de la Russie, Oui. votre pays qui est siglé dessus. C'est important, ce sentiment patriote, de le montrer, de le crier haut et fort? Écoutez, moi je suis patriote, j'ai jamais caché ça. J'ai servi mon pays depuis 46 ans en carrière diplomatique. Et j'ai pris cette chemise justement pour cette occasion. D'abord, ça montre ma fierté de mon pays. Et puis, aujourd'hui, les États-Unis et la Russie sont à l'honneur. Je pense que c'était une bonne occasion de rappeler. Et en tant que fier patriote russe, vous êtes pour un traité de paix, une solution à ce conflit? Bien sûr, bien sûr. La guerre. Vous partagez l'avis de Vladimir Poutine, de ce qu'il souhaite, à savoir les différentes régions qui reviennent dans les bras de la Russie? Bien sûr. Écoutez, là, il faudrait revenir quand même à l'historique de ce conflit qui n'est pas trop loin. Tout a commencé en 2014 par le coup d'État à Kiev qui était organisé avec l'aide des Américains. Après, les forces ultranationalistes qui sont venues au pouvoir à Kiev ont lancé une attaque contre les Russes et russophones qui ont organisé 2 référendums. Un référendum en Crimée et l'autre en même temps au Donbass. Et avec les mêmes résultats. Les gens qui habitaient là-bas, essentiellement des Russes et des russophones, se sont prononcés pour leur rattachement à la mère patrie, comme ils disaient. Alors, dans le cas de la Crimée, Poutine a dit « D'accord, je vous ai entendu », elle a eu le rattachement de la Crimée. Pour Donbass, malheureusement, il a dit « Je vous ai entendu, mais je vous laisse faire au sein de l'Ukraine ». Alors, après ces référendums, les autorités de Kiev ont lancé une opération antiterroriste contre les gens de Donbass. Ils ont commencé à agresser leur propre population. Cette guerre a duré quand même 8 ans. Il y a eu des accords de Minsk, mais malheureusement, elles n'ont jamais été respectés. On reproche souvent au président russe de ne pas suivre et justement de s'accorder par rapport aux choix qui ont été faits et ce qui ont été négociés. Non, c'est bien le contraire. C'est bien le contraire, parce que les accords de Minsk prévoyaient une certaine autonomie pour la région de Donbass. Une autonomie tout d'abord culturelle, linguistique et économique. Rien n'a été fait de la part des autorités de Kiev. Et puis finalement, Poutine a dit, j'ai pas d'autre solution pour venir en aide aux miens, c'est de lancer cette opération militaire. C'est comme ça que se sont passés. Maintenant, il va expliquer. Alors maintenant, justement, les gens qui habitent ces 4 régions limitrophes de la Russie, qui étaient toujours des terres russes, puisque vous savez que l'Ukraine, le problème, c'est que l'Ukraine n'a jamais été un État-nation. Et les frontières qu'il a retrouvées en 1992, au moment de la disparition de l'Union soviétique, c'était les frontières administratives d'un seul pays. Comme aujourd'hui en France, il y a des régions avec des frontières qui ne veulent rien dire. C'était la même chose au sein de l'Union soviétique. Et je me souviens très bien que le président de l'époque, Boris Yeltsin, a dit au président ukrainien Kravchuk, écoute, c'est très bien, je reconnais votre indépendance, mais quand même, la Crimée, c'est le nôtre et il faudrait corriger les frontières. Kravchuk a dit non, Yeltsin n'est pas allé plus loin. Et c'est aujourd'hui que Poutine fait le travail qui aurait dû être fait il y a 30 ans. Concernant Monsieur Orlov, Alexandre Orlov, je reprécise, ancien ambassadeur de Russie en France de 2008 à 2017, merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Concernant justement, avant toute trêve, Vladimir Poutine l'a répété, il souhaite la reconnaissance des territoires que la Russie occupe, on en a 4 en l'occurrence. Partant de ce principe et sachant que l'Ukraine ne veut pas, comment Vladimir Poutine pourrait adoucir sa position ou comment pouvons-nous avancer puisque chacun reste a priori campé sur sa position? Moi je pense que un jour c'est Donald Trump qui a donné la réponse à Zelensky. Il a dit ou bien vous perdez aujourd'hui 20% de votre territoire, ou bien si la guerre continue, vous allez perdre tout. Donc vous êtes en train de me dire que s'il donne les 20% du territoire, l'Ukraine est assurée pendant les 50 ou 100 prochaines années qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre? Non, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Vladimir Poutine a formulé cette demande il y a 1 an déjà, au mois de juin dernier. Il a dit que si les Ukrainiens se retirent eux-mêmes des territoires de ces 4 régions, la guerre s'arrête tout de suite. Ils n'ont pas voulu. Mais, si vous voulez, je crois que pour régler le problème avec l'Ukraine, il faut que l'Ukraine ne représente plus une menace pour la Russie. Pourquoi une menace? Puisque, on le voit, l'Ukraine a utilisé
par les Occidentaux, les Américains de Biden, et puis par l'OTAN, comme une sorte de tête de pont contre la Russie. Et là, nous voulons être rassurés que l'Ukraine, après avoir signé l'accord de paix, ne représente plus cette menace pour nous. C'est pour ça que nous disons l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN, ce qui est d'ailleurs reconnu par Donald Trump, et puis qu'il n'y a pas en Ukraine ni des bases étrangères, ni des troupes étrangères. Ça, ce sont deux lignes rouges que, je pense, Vladimir Poutine va rappeler au Donald Trump. Et j'ai mon chroniqueur avec moi, Alexandre Malafaille, qui a une question pour vous, monsieur Orloff. Oui, monsieur l'ambassadeur. Cette opération militaire spéciale n'est pas un franc succès sur un plan militaire, parce que 3 ans et demi plus tard, on est toujours en guerre. Une question courte, mais pourquoi est-ce que, dans ce cadre-là, les Russes bombardent les villes ? Qui est un affrontement sur le front, ça paraît normal, c'est une guerre. Mais quel est le sens des bombardements sur des civils ? Il y a plein d'images qui choquent. D'ailleurs, certaines ont choqué même Donald Trump. À quoi ça sert de faire ça ? Écoutez, les Russes ne bombardent pas des civils. Mais s'ils bombardent des villes, c'est pour détruire les industries d'armement. Mais quand il s'agit d'habitation, d'immeubles d'habitation, oui, comme on a vu les il y a images. toujours des dommages collatéraux. Voilà, dommages collatéraux. Mais les civils ne sont pas visés. D'ailleurs, je peux vous dire que tous les jours, nos villes frontalières reçoivent aussi des drones, des bombes ukrainiennes contre les civils. Comme à Rostov hier. Et alors, je peux vous dire que ce qui me vraiment me choque, qu'en France, on ne parle jamais des morts civiles en Russie. Jamais comme elles n'existaient pas. Mais chaque fois que Zelensky commence... On en parle aussi, on les cite aussi. Ah non, mais peut-être vous, mais j'ai jamais vu dans les journaux français. Et c'est pour ça, à la guerre comme à la guerre. Et nous allons aller, si alors l'Ukraine n'accepte pas les conditions que nous avons présentées, nous allons aller jusqu'au bout. Et une deuxième question concernant ce qui va se passer cette nuit, dont on espère le meilleur. Qu'est-ce qui peut faire dire que finalement ces négociations, ces discussions seront un succès ou qu'elles seront un échec ? Quels seront les marqueurs de succès ou les marqueurs d'échec ? Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas avoir d'illusions. On ne peut pas régler tous ces problèmes en une seule rencontre. Cette rencontre, c'est vraiment le début du processus qui va aboutir à l'accord de paix. Mais ce qui est important, s'il y a la poursuite des discussions entre nous et les Américains, ça prouvera que c'était une réussite. L'ancien ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orloff, est avec nous ce soir dans Europe 1 Soir, week-end 19h26. Michel Fayad a une question pour vous, monsieur l'ambassadeur. En fait, à l'époque de Gorbatchev, et Gorbatchev aussi avait dit qu'il voulait récupérer une partie de l'Ukraine. J'ai lu ça dans son propre livre. Et il y a des documents déclassifiés qui montrent qu'à l'époque de Gorbatchev, James Baker, qui était le secrétaire d'État américain, avait promis aussi à Gorbatchev que l'OTAN ne s'élargirait pas à l'Est. Oui, là, vous êtes en train de confondre deux choses. D'abord, Gorbatchev, c'était le président de l'Union soviétique. Et à l'époque de Gorbatchev, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. On ne pourrait pas parler de Crimée qui faisait partie du même pays. Non, je parlais au moment de la dissolution de l'URSS. Par contre, oui. C'est ce qu'il raconte dans son livre. Oui, ça c'est vrai, mais il n'était plus au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir, il n'est plus vraiment de pouvoir. Mais malheureusement, vous savez que Boris Yeltsin était un homme très brutal et Gorbatchev a été complètement avancé de toutes les choses. En tant qu'une personne physique, il pouvait s'exprimer, écrire dans ses livres, mais malheureusement, il n'avait plus aucun pouvoir. Par contre, ce que vous avez dit de Becker, c'est vrai qu'au moment de la réunification de l'Allemagne, on a beaucoup négocié justement le fait que l'OTAN ne se déplace plus à l'Est. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, les Américains ont dit « Ah non, oui, bien sûr, on ne va pas même aller dans l'ex-RDA ». Monsieur l'ambassadeur, excusez-moi de vous interrompre, on va devoir faire le journal de 19h30. Est-ce que vous acceptez de rester encore un petit peu avec nous ? D'accord. Et on se retrouve juste après le journal pour poursuivre cet entretien. Merci d'écouter Europe 1 Soir Week-end. À tout de suite. Les après-midi récits sur Europe 1, c'est tous les samedis et dimanches de l'été. Le samedi, c'est Crime. Vous allez adorer frissonner avec les grandes voix d'Europe 1. Les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. C'est là que va exercer maintenant celui que l'on nommera le docteur Satan. L'inoubliable Serge Sauvion, le plus célèbre des inspecteurs. L'histoire que je vais vous raconter
est une histoire vraie. Et Christophe Ondelatte qui donne vie aux plus terribles criminels. Voilà comment ça a pu se passer. Les après-midi récits, c'est tous les samedis et dimanches de l'été, de 13h à 16h sur Europe 1. Et en podcast sur le site et la nouvelle appli Europe 1. Leclerc, bonjour. Salut, ça te dérange si j'enregistre cet appel ? Mais pourquoi ? Bah, ta télé à moins de 100 € là, ce serait top pour mon premier studio. Mais il me faut une preuve parce que ma mère, elle veut pas me croire. Ok, ça enregistre là ? Ouais. Alors, du 12 au 23 août chez Leclerc, la télé LED 32 pouces Tucson est à seulement 88 €. Vas-y, répète le prix. 88 €. Merci, c'est trop cool. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie légale 2 ans, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Également disponible en click and collect. Renault. Vous voulez passer à la voiture électrique, mais entre 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable, vous hésitez. Pour être sûr de ne pas vous tromper, choisissez Renault, le numéro 1. Numéro 1 des ventes de voitures électriques en France. Numéro 1 des ventes de voitures hybrides en France. Marque automobile favorite des Français. Numéro 1 des ventes de véhicules électriques et hybrides de janvier à juin 2025, source 3A Data. Baromètre Posternak IFOP, juin 2025. Voir Renault.fr. Renault. Au quotidien, prenez les transports en commun. Carrefour. Bonne nouvelle, tous les vendredis avec votre Club Carrefour ou votre carte passe, cagnotez 5% d'économie sur le carburant. Oui, 5% d'économie sur le carburant, tous les vendredis jusqu'au 26 septembre. Alors rendez-vous aujourd'hui dans vos stations-service Carrefour. Carrefour. Carte de crédit passe rattachée au Club Carrefour, délai de rétractation de 14 jours, choix du paiement comptant ou crédit, détail et liste des stations participantes sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Europe 1, le journal permanent. 19h30, le journal permanent avec vous, Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine va-t-il être un tournant dans la guerre en Ukraine ? Les deux présidents se retrouvent à 21h30 en Alaska. Les négociations pourraient durer 6 à 7 heures selon le Kremlin. Donald Trump qui a parlé avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko avant cette rencontre. Volodymyr Zelensky lui compte sur Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Il annonce l'envoi de renforts dans l'est de l'Ukraine. Objectif, stopper les avancées russes. Selon le président ukrainien, Moscou subit de lourdes pertes pour obtenir des gains territoriaux ces dernières heures. Il va y avoir du monde sur les routes en ce week-end du 15 août. La journée de demain est classée rouge dans le sens des retours, orange dans le sens des départs, sauf sur l'arc méditerranéen où là encore la circulation sera très dense. Un policier a été gravement blessé cet après-midi dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Il a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite après avoir été contrôlé. L'agent a été traîné sur plusieurs mètres. Le suspect a été interpellé. Et puis la Ligue 1 est de retour ce week-end. La première journée commence ce soir. Rennes affronte Marseille à 20h45. Demain, Lens affronte Lyon à 17h. Vainqueur de la Supercoupe mercredi, le PSG se déplacera sur la pelouse de Nantes dimanche. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Et nous poursuivons notre entretien avec Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France de 2008 à 2017. Bien évidemment, nous parlons de cette rencontre entre titans. Donald Trump qui accueille Vladimir Poutine tout à l'heure à 21h30 sur une base militaire près d'Anchorage en Alaska. Michel Fayad, éditorialiste dans cette émission, avait posé une question juste avant le journal de l'ADMI. Michel, je vous laisse reposer cette question. Oui, j'avais parlé de Gorbatchev et de Baker, mais je voulais en fait atterrir à la négociation qui a eu lieu en au début de la guerre de 2022, quand ça a commencé, quand les deux parties étaient arrivés à un accord plus ou moins, et où Boris Johnson aurait mis la pression sur Zelensky pour revenir sur sa parole. Je voulais un peu avoir votre vue sur ce qui s'était dit et quels étaient les termes de cet accord, puisqu'aujourd'hui on parle de faire un accord, mais quels étaient les termes il y a 3 ans? Écoutez, c'est vrai que il y a eu ces négociations qui se sont bien déroulées. Les deux parties ont pu quand même arriver à un certain nombre de compréhensions communes comment ce conflit pourrait se terminer. Et malheureusement, Johnson est venu en disant stop, on continue la guerre. Et on a vu Monsieur le Président Zelensky qui a tout de suite suivi Johnson. Mais le sort de l'Est de l'Ukraine, le Donbass, quel était le sort dans cet accord ? Écoutez, à l'époque, toutes ces 4 régions n'ont pas encore été occupées. Et je crois qu'il n'avait pas même eu des référendums encore. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis. Mais il y a eu du côté ukrainien une vraie volonté de mettre fin à ce conflit et trouver la solution des questions litigieuses avec nous. Malheureusement, ça a été interrompu d'une façon très brutale et puis on a vu la suite.
Alexandre Orloff, oui, on a Alexandre Malafaille qui a une question pour vous. Bon, on espère que les armes finiront par se taire, qu'à un moment on pourra commencer à reconstruire quelque chose. Et parmi les grands sujets de reconstruction, il y a celui de cette fameuse architecture de sécurité qui concerne pour le coup tout le continent européen. L'objectif, ce serait sans doute d'arriver à quelque chose qui garantisse que plus jamais ça, parce que ce qui se passe est affreux. Il y a la question des enfants dont on pourrait aussi parler, qui est un vrai sujet. C'est 20 000 enfants qui voilà. Mais bon, on peut évoquer le sujet si vous le souhaitez. Mais comment fait-on, nous Européens, après les positions très dures qui ont été prises depuis plusieurs années, sur un plan économique, sur un plan commercial, avec les sanctions, y compris, alors c'est pas que les Européens, mais il y a la CPI qui a lancé ce fameux mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Comment fait-on pour rétablir des relations diplomatiques, politiques, et puis finalement faire avec la Russie ou faire sans la Russie? Écoutez, moi je veux dire que faire sans la Russie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et malheureusement, c'est ce que fait Macron jusque maintenant. Il a déjà parlé plusieurs fois de cette nouvelle architecture de sécurité en Europe, mais sans la Russie. Sans la Russie, ça sert à quoi? À rien. Moi, je pense que si, à la table de la négociation sur l'Ukraine, l'Europe n'a pas de place, par contre, il a sa place à cette grande table de négociation sur la nouvelle architecture de sécurité en Europe. Comme on a fait à Helsinki en 1975, il a eu cet acte final d'Helsinki qui a quand même lancer cette nouvelle architecture de sécurité qui durera jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Et là, je pense qu'il faut refaire maintenant. Et je peux vous rappeler, je me souviens très bien, j'étais déjà en carrière diplomatique à l'époque, que l'Union soviétique et la France étaient vraiment les pays pilotes pour préparer l'acte final d'Helsinki. Et aujourd'hui, si je regarde tous les pays d'Europe, c'est la France qui a cette culture, disons, des questions stratégiques que les autres pays n'ont pas et qui pourraient jouer ce rôle. Mais il faudrait changer d'attitude. Ça ne dépend pas de nous. Nous sommes prêts, nous sommes ouverts. Il faudrait que les Européens comprennent que bâtir une sécurité collective sans la Russie, ça sert à rien. Pour le moment, je pense qu'ils n'ont pas compris. Alexandre Orloff, la crainte des Européens de voir les pays baltes peut-être ciblés par la Russie, c'est une utopie ou c'est une crainte qui est fondée? Non, c'est une pure utopie. Ça sert à quoi ces pays baltes? Vous savez que la population de 3 pays baltes, c'est moins que la population de la région parisienne. C'est rien. Oui, mais enfin, c'est quand même des vrais contrats qui existent. Si on aurait leur territoire non plus, ça n'intéresse pas. Pas du tout. Vous savez que les pays baltes, c'est une question un peu à part. Si les Ukrainiens, les Russes, les Biélorusses un peu, c'est le même peuple à l'origine, les Baltes, non. Les Baltes, ce sont les descendants des ordres teutoniques, ce sont des Allemands. Ce sont des Allemands et ce sont étrangers. Bon, il y a eu, disons, dans l'histoire de l'Union soviétique, le fait qu'ils ont été rattachés avant la guerre, mais ils ne faisaient pas partie de ces tribus slaves qui ont fondé la Russie. C'est pour ça qu'on n'a aucun intérêt à les occuper. Si Poutine avait cette intention, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc ça, on pourra avoir l'engagement éventuellement. Non, bien sûr, bien sûr. Alexandre Orloff, une dernière question. Alexandre Orloff, ancien ambassadeur de Russie en France. Pas de document officiel, juste une conférence de presse. Rapidement, on peut s'attendre à quoi? Bien sûr, mais écoutez, comme c'est la première rencontre et il y a beaucoup de sujets qui vont être discutés, on peut rien signer à l'instant. L'important, c'est on peut espérer une fin de la guerre avant la fin de l'année? On peut. Si de deux côtés on travaille et si les Ukrainiens font aussi les efforts pour ça, on peut le faire. Vous pensez que les Ukrainiens peuvent avoir une manière, un levier pour pouvoir éventuellement défendre leur terre ou tout doit placer? Écoutez, moi je pense que les leviers sont entre les mains des Américains. Parce que les Ukrainiens dépendent à 100% des Américains. Si les Américains disent à Zelensky stop, on finit la guerre, il le fait. Mais je peux vous dire que ça, c'est de la faute des Américains? Lors de la dernière rencontre entre 2 délégations à Istanbul, il y a un mois à peu près, nous avons proposé aux Ukrainiens de créer 3 groupes de travail politique, militaire, humanitaire pour préparer cet accord de paix. Ils n'ont pas répondu. Ça montre que ça nous laisse, disons, des questions. Est-ce qu'ils veulent vraiment aller vers la paix ou ils veulent faire de la communication comme ils le font tout le temps?
Merci beaucoup Alexandre Orloff d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Merci à vous. On va suivre bien évidemment de façon très attentionnée cette rencontre. Je pense que vous aussi. Oui. Et on aura certainement l'occasion de se reparler de ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur. Europe 1 Soir Week-end, 19h38. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Europe 1 Soir Week-end, je salue Monsieur l'ambassadeur, je lui serre la main en même temps qu'il part. Merci beaucoup Monsieur l'ambassadeur. Allez, on poursuit avec Alexandre Malafaille et Michel Fayad, mes éditorialistes de cette première heure d'Europe 1 Soir Week-end. C'était très intéressant, on va faire un grand bond, on va revenir à quelque chose de plus franco-français avec la région parisienne où on a des maires qui sont très embêtés en Ile-de-France, principalement en Seine-Saint-Denis. Le premier à Épinay-sur-Seine pour la dégradation de l'arbre dédié à Ilan Halimi, tronçonné dans la nuit d'hier. Le second pour ses agents municipaux menacés en raison de la projection du film Barbie. Alors pour l'instant, on va s'intéresser justement avec cette dégradation de l'arbre dédié à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. C'est entre Saint-Denis et Enghien-les-Bains. Le maire Hervé Chevreau a porté plainte et dénonce un acte antisémite. Ilan Halimi, pour recadrer, c'est ce jeune juif torturé en 2006 par le gang des barbares. Il est mort en agonisant. Dans cet arbre symbole de paix et d'espoir, il ne reste que la base du tronc, sectionné à ras du sol. On est loin du vandalisme, mais vraiment dans l'agression. Vous, Michel Fayad, on est donc loin du vandalisme et dans l'agression. C'est le seul arbre visé. Il était 2h du mat. Pour le coup, on cherche clairement à faire mal, à faire du mal. Oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est terrible, c'est que le meurtre de Ilan Halimi, c'est vraiment le meurtre à la base avec celui de Sarah Halimi quelques années plus tard, qui symbolise le mieux cet antisémitisme islamique en réalité. Parce que avant, on entendait plutôt telle ou telle violence antisémite, plutôt de l'extrême droite, disons. Mais avec ces deux assassinats, on a vu vraiment médiatiser deux affaires d'antisémitisme islamique très claires, à part bien sûr les actes terroristes qu'avait fait Mera. Bien sûr, mais ça, disons, c'est séparé. Mais ces deux meurtres de Ilan Halimi et de Sarah Halimi étaient d'une violence épouvantable. C'est-à-dire que vous aviez Ilan Halimi, comme vous l'avez dit, qui avait été torturé, et puis il y avait tous les ingrédients de l'antisémitisme parce qu'ils l'ont kidnappé, parce que le croyant riche, parce que juif, et donc on est sur tous les clichés, oui. Tous les clichés. Et Sarah Halimi, si vous vous souvenez, c'était une vieille femme, une vieille dame qui avait été violée en plus par son agresseur. Enfin, c'est à chaque fois des meurtres vraiment horribles et qui mettent donc en exergue ce nouvel antisémitisme, d'ailleurs qui a donné lieu à un livre qui s'appelait Nouvel antisémitisme, auquel avaient contribué Georges Bensoussan, Boualem Sansal, Lina Murneme et d'autres. Et c'est d'ailleurs dans ce livre qu'ils avaient prouvé le caractère antisémite du meurtre de Sarah Halimi, parce que dans les deux cas, que ce soit Ilan Halimi ou Sarah Halimi, eh bien il y avait au départ pas tellement une grande volonté de la part de la classe politique de reconnaître, et de la justice d'ailleurs, de reconnaître le caractère antisémite. Mais en tout cas, ce caractère antisémite est prouvé et est lié à l'islamisme. Alexandre Malafaille se pointait à 2h du matin pour tronçonner en son socle un arbre comme ça, olivier, au milieu d'un parc où il y a plein d'autres oliviers. C'est télécommandé, ce genre d'acte, selon vous? C'est quelque chose qui est là pour justement pour faire l'actualité en plein milieu du mois d'août, qui normalement est censé être un moment creux. C'est pour terroriser les gens? En tout cas, c'est du terrorisme? Ça s'apparente à ça. Après, il faut toujours faire très attention quand on lance des accusations, à savoir contre qui on les lance. Là, en l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas identifié les auteurs, on n'a pas encore de pistes, enfin, elles ne sont pas en tout cas connues du grand public. J'ai cité personne, j'ai juste dit le fond du absolument. Et de toute façon, c'est bien fait dans un but particulier. L'arbre est symbolique, on le coupe à un moment donné symbolique. Voilà, en plus à la veille d'une fête ou le jour d'une fête qui est une fête importante pour la France, même si elle ne concerne pas les Juifs. Et surtout que c'est pas la première fois que ça arrive. En 2019, à Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne, 2 arbres en mémoire d'Ilan ont été sciés peu avant les cérémonies commémoratives. Mais on n'est pas non plus à l'abri de manipulations, comme on en a vu par le passé. Le mémorial de la Shoah, on a bien compris qu'après il s'agissait pas effectivement d'islamistes, il s'agissait effectivement de manipulation, de déstabilisation russe, a priori, ou en tout cas d'origine russe ou autre. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu ces fameux cercueils au pied de la Tour Eiffel. Voilà, on est dans un contexte où de toute façon beaucoup de personnes mal intentionnées
qui peuvent être des islamistes, qui peuvent être des agents étrangers, qui peuvent être des idiots, voilà, décident effectivement de faire un coup parce que ça fait parler, parce que ça provoque, parce que ça met de l'huile sur le feu. Donc malheureusement, ce qu'on constate, c'est que de toute façon, tout ça alimente une espèce d'énorme machine qui se met en place depuis maintenant des années, qui effectivement est une espèce de mécanique infernale de l'antisémitisme et qu'on a beaucoup de mal à traiter parce qu'on est dans un pays, on en reparlera peut-être après avec d'autres sujets, où on a beaucoup de mal à nommer les choses et à clairement désigner, on va dire, ceux qui, aujourd'hui, portent le fer de ce type de combat. Et c'est vrai qu'on a, alors on appelle ça l'islamo-gauchisme, on appelle ça comme on veut, on a des partis politiques qui sont aujourd'hui très engagés de cette manière-là, mais avec une ambiguïté qui est extraordinaire, qui leur permet toujours d'être à la lisière de la légalité pour ne pas se faire, je dirais, embarquer, sauf cas particulier, par la police, parce que voilà, les propos parfois ou les comportements sont très proches de la licité. Mais voilà, je crois qu'on n'arrive pas à traiter le problème. Et on risque de continuer à avoir ces difficultés-là. Et c'est dans un pays qui a vécu ce qu'il a vécu, et c'est un continent qui a vécu et ce qui a fait vivre aux Juifs, c'est absolument aberrant qu'on puisse pas, à un moment donné, traiter de manière collégiale, parce que la classe politique dans son ensemble devrait être unanime. Or, elle ne l'est pas. Alexandre Malafaille, Michel Fayad, je vous retrouve dans un petit instant. On poursuivra cette discussion autour de cet acte antisémite survenu à Épinay-sur-Seine. Tout de suite, c'est l'heure du journal permanent sur Europe 1. Savez-vous que l'on cultivait déjà le concombre dans le potager de Versailles ? Sa Majesté, votre salade au concombre de France. Ah, quel délice! Le concombre de France. Il est comme moi, royal. Eh oui, Louis XIV raffolait déjà du concombre. Aujourd'hui, il trône sur la table des Français et il est disponible dès maintenant en magasin. Concombre de France. Royal. Ikea. Alors, cette nuit avec lui, raconte. Oh, c'était incroyable. Il est vraiment parfait. Et niveau prix ? Pas cher du tout. Il est temps de bien dormir. Jusqu'au 30 septembre, profitez d'au moins 15% sur tous les cadres de l'Imalm, hors tiroir, avec la carte gratuite Ikea Family. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Si vous êtes mi-figue, n'allez pas sur nonnonon.fr. Si vous êtes mi-raisin, n'allez pas sur nonnonon.fr. Si vous êtes mi-figue, mi-raisin, n'allez pas sur nonnonon.fr. Si vous n'êtes ni mi-figue, ni mi-raisin, ni mi-figue, mi-raisin, n'allez pas sur nonnonon.fr. nonnonon.fr, n'y allez pas. Europe 1, le journal permanent. Adrien Spiteri pour votre journal. Volodymyr Zelensky compte sur Donald Trump pour mettre fin à la guerre. La Russie doit prendre des mesures nécessaires, a déclaré le président ukrainien. Une déclaration avant la rencontre entre Vladimir Poutine et le chef de la Maison-Blanche en Alaska. On en reparlera plus en détail dans le journal de 20h. Au Liban, le gouvernement condamne les menaces de guerre civile du Hezbollah. Le chef du mouvement terroriste avait menacé de livrer bataille contre le plan du gouvernement libanais de désarmer l'organisation, même si cela pouvait entraîner une guerre civile et des conflits internes. La vague de chaleur se poursuit en France. 70 départements sont en alerte orange aujourd'hui. Ils seront 66 demain. Ce samedi, 2 départements seront en rouge pour des risques de feux de forêt. C'est le cas de l'Aude, déjà touchée par un incendie dévastateur ces derniers jours. Une enquête a été ouverte pour homicide concernant l'un des 4 corps retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi cette semaine. Pour les 3 autres, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de leur mort. Et puis 9 pharmacies sur 10 seront fermées demain selon l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Conséquence d'une mobilisation contre la baisse des remises commerciales sur les génériques, une mesure décrétée par le gouvernement. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Toujours en compagnie d'Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia, et Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. On poursuit notre discussion autour de cet acte de vandalisme, cet acte antisémite qualifié après le tronçonnage d'un arbre en mémoire d'Ilan Halimi, ce juif qui avait été torturé puis laissé pour mort comme ça dans la rue par le gang des barbares. C'était en 2006. Arbre en sa mémoire. Hervé Chevreau, qui est le maire d'Épinay-sur-Seine, s'est confié à Europe 1 pour lui, et cette profanation de cet arbre est une conséquence des manifestations pro-Gaza hebdomadaires dans sa ville. C'est une société qui va mal, et je pense que certains, quand je dis certains, peut-être certains partis politiques sont là pour attiser le feu. Et il suffit que dans l'esprit d'un individu qui soit bien à l'écoute de certaines paroles ou de certains actes ou de certaines manifestations, fait que ça peut dégénérer, comme c'est le cas par rapport à ce qui s'est passé cette nuit à Épinay-sur-Seine. Vous pensez à la France Insoumise en particulier ? Oui, parce que sur la ville d'Épinay-sur-Seine, la France Insoumise et la CGT manifestent, alors il y a très peu de personnes bien sûr qui se déplacent, mais manifestent depuis un certain nombre de samedis sur l'espace public par rapport à la situation de Gaza. Il y a obligatoirement un lien de près ou de loin.
Hervé Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine, qui répondait ce matin sur CNews à Mickaël Dorian. Michel Fayad, c'est la France insoumise qui pourrait être derrière ça ? Peut-être, en tout cas, cette alliance entre les partis d'extrême gauche et l'islamisme, c'est pas quelque chose de récent et ce n'est pas quelque chose qui est limité. C'est-à-dire que ça fait caisse de résonance et ça amplifie en fait. Oui, et puis c'est pas quelque chose qui est limité à la France parce que même dans les territoires palestiniens, vous avez des organisations palestiniennes comme le FPLP, le FDLP, le FPLP-CG et autres qui autrefois se proclamaient et se proclament toujours comme étant des organisations marxistes qui autrefois prenaient leur argent auprès de l'URSS et qui désormais prennent leur argent auprès du Hamas et du djihad islamique. Donc ils sont devenus à la solde, entre guillemets, des islamistes. Et donc aujourd'hui, c'est la LFI considère que cette alliance avec les islamistes, cette alliance de fait, pourrait les porter au pouvoir. C'est un peu ce que les partis d'une certaine extrême gauche ont cru dans plusieurs pays. Mais à chaque fois où une certaine gauche a fait alliance avec les islamistes l'ont emporté. Et cette certaine gauche a été la première victime des islamistes. C'est le cas de l'Iran, par exemple. La gauche s'est alliée une certaine gauche s'est alliée avec les mollahs. Les mollahs sont arrivés au pouvoir avec donc Khomeini, et Khomeini les a interdits et les a brimés, et a fait une forte répression contre eux. Donc, est-ce que vraiment LFI a vraiment regardé l'histoire et a compris l'histoire? Parce que ils vont vraiment être les idiots utiles s'ils continuent. Peut-être que LFI veut juste se servir de cette base d'électeurs potentiels et après d'arrêter quand il y aura peut-être une trop grande prise de position de la part de ces intégristes. Peut-être. Alexandre Malafaye. Non, mais ce qui est fascinant par rapport à cet engagement politique, cette espèce de volonté d'entretenir finalement toute cette espèce de folie islamiste ou de s'en servir, c'est qu'en effet c'est une menace à retardement considérable parce que malheureusement la dynamique est plutôt à l'œuvre. On n'arrive pas à la combattre et ce qui est fascinant c'est qu'on se demande finalement quel projet de société est imaginé dans la tête de ces dirigeants politiques. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans une nation? On a l'impression que se vivre ensemble, se construire une nation ensemble, avoir un destin commun ne leur pose absolument aucune question. Ils sont dans une espèce de logique qui est sans doute effectivement très clientéliste, court-termiste, avec aucune autre vision que d'entretenir un fonds de clientèle qui est par nature radicalisé pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait expliquer, justifier ou pas, pour certaines d'entre elles, avec toutes les influences extérieures, les financements extérieurs, et ça les porte. Mais ça les porte sans que derrière, ils ne se posent la question de à quoi ça va ressembler tout ça demain, quoi. Quand on a aujourd'hui, alors c'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre qui dit qu'on a 9 millions de nos compatriotes qui sont de confession musulmane et qu'on joue avec tous ces sentiments qui finalement exaltent d'une certaine façon le rejet de l'Occident, de l'Europe, de ce que nous sommes, de nos traditions et qui finalement viennent avec un projet de vie ou un projet de société qui n'arrive pas à se mélanger parce qu'il est à la fois politique et religieux. C'est une des difficultés à laquelle on est confronté avec l'islam. Il n'y a pas fait cet aggiornamento qui permet de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ce problème-là, il s'est posé avec la problématique de Barbie, également à Noisy-le-Sec. On voit bien que on n'arrive pas à séparer les choses. Et aujourd'hui, la classe politique n'est pas capable de répondre de manière homogène au sujet, ce qui nous pose un problème majeur. Vous écoutez Europe 1 sur Week-end, 19h51. Alors justement, Alexandre, vous en parlez, Noisy-le-Sec, toujours le 93 en Seine-Saint-Denis. L'obscurantisme qui fait dans la menace. Le maire a été contraint, vous l'avez entendu cette semaine, d'annuler une projection du film Barbie en plein air sur un écran géant dans un quartier. Tout simplement une dizaine de personnes, une dizaine de jeunes qui sont rapprochés des agents municipaux qui devaient faire cette projection, qui ont mis un peu la pression, la grosse pression, car pour eux, le film prône l'homosexualité. J'ai envie de dire, ok, mais et alors, Michel Fayad? Écoutez, moi, j'étais pas fan de Charlie Hebdo et je suis pas fan de Barbie. Mais il n'empêche qu'on touche pas à Charlie Hebdo et on touche pas à Barbie. La liberté d'expression. C'est la liberté d'expression et puis c'est la loi française qui est derrière. Donc, soit on respecte la loi française, soit on veut changer cette loi. Et eux, là, pour le coup, veulent changer la loi pour imposer leur propre loi. Et en réalité, il y a ce qu'on appelle la conquête territoriale qui consiste à pousser ceux qui ne pensent pas comme eux et ceux qui veulent exclure même d'être dans la rue, comme les femmes. On l'a vu au moment de la victoire du PSG où les femmes étaient
étaient rejetées, elles devaient rentrer chez elles, quitte à recevoir des coups en pleine figure alors qu'elles étaient par terre. Là, c'est un peu la même idée. C'est une conquête des esprits, une conquête des médias, une conquête de la culture, des événements. Ils veulent imposer leurs lois partout. Donc nous, on a le choix. Soit on se soumet d'un point de vue sécuritaire et on se soumet d'un point de vue intellectuel, soit on se ressaisit et on fait une véritable confrontation intellectuelle en plus de la confrontation sécuritaire et judiciaire. Je pense que tout cela est associé. On ne peut pas mener une bataille sans l'autre. Moi, je me souviens, au lendemain des attentats du Bataclan, beaucoup se disaient, tiens, et puis aussi, vous le saviez, des restaurants et des terrasses de café qui avaient été complètement canardés par les terroristes. Beaucoup disaient, tiens, c'est ma résilience, je vais quand même prendre mon café sur cette terrasse. Alexandre Malafaye, pour aller donc dans ce combat qu'évoquait Michel Fayad, est-ce qu'il fallait absolument maintenir à la projection, quitte à mettre un service de policiers? Oui, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas accepter que dans un pays comme le nôtre, l'état de droit ne soit pas appliqué partout. Mais on sait qu'il ne l'est pas. On sait qu'il y a toute une série de quartiers dans lesquels, voilà, c'est plutôt la loi des dealers ou d'un certain nombre de tenants de courants idéologiques qui vont prendre le dessus. C'est dramatique. Mais ce qui est dramatique, c'est que derrière, on n'est pas encore là capable, de manière collégiale, de nommer le mal. J'ai fait ce matin ou c'était hier, je ne sais plus, sur France Info, j'écoutais un interview d'une féministe, et en fait, elle avait, une lecture du problème qui n'était pas du tout une lecture islamiste. Elle avait une lecture masculiniste du problème. Alors, juste pour mettre de la perspective aussi, c'est qu'on parlait que les jeunes avaient proféré des menaces contre les agents municipaux parce que le film prône l'homosexualité, mais aussi porte atteinte à l'image de la femme. Exactement. C'était leur propos. Exactement. Mais sous quelle forme? Moi, je me pose la question, est-ce que c'est porté à l'image de la femme, ce qui est sur le fond, ou la femme objet, ou la femme plastique? Oui, mais là, quand les féministes montent au créneau pour défendre finalement, ou expliquer, ou essayer de donner du sens, ce sont des idiotes utiles de la cause islamique. Parce que ce qui est redoutable derrière ça, c'est qu'ils essayent de faire des ponts. Oui, mais là encore, on peut comprendre le combat qu'elle mène, de dire le problème derrière tout ça, c'est le patriarcat et un système qui fait qu'à un moment donné, l'homme est un oppresseur sur la femme et ça fait plein de choses, et ça fait des viols, et ça fait des familles malheureuses, tout ça, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le sujet. Il est vrai qu'il y a un problème de patriarcat, il y a un problème d'égalité des droits hommes-femmes, et le combat est loin d'être terminé, mais il est déjà très bien traité, beaucoup mieux traité qu'il ne l'a jamais été depuis des siècles, surtout en France et surtout sur le continent européen. Donc quelque part, on fait beaucoup de progrès, et en plus, ce combat-là n'a pas du tout les mêmes effets, en tout cas ceux qui sont effectivement les tenants d'un patriarcat autoritaire, n'a pas les mêmes effets sur la société, sur le vivre ensemble, que ce qui se passe avec l'islam radical. Et donc quand on a ce type de position féministe qui finalement remettent le problème de l'islamisme au second plan, ça fait le jeu des islamistes. Évidemment, ça nous empêche une fois de plus d'être capable de bien travailler, bien nommer les choses. Alors la priorité numéro 1, aujourd'hui, c'est de lutter contre l'islam radical, quel qu'il soit, et tout le monde devrait là encore être en leadership par rapport à ça, parce que c'est notre sécurité collective dont il est question à terme. Michel Fayad, certains politiques reprochent au maire de Noisy-le-Sec, Olivier Sarabéus, d'avoir cédé à la revendication communautaire. Est-ce que vous comprenez ces reproches politiques? Oui, parce qu'il y a des élections municipales l'année prochaine et qu'on sait qu'à Noisy-le-Sec, il y a une forte communauté musulmane et donc ils veulent la séduire. Et ils pensent que tous les musulmans sont islamistes. Et le problème, c'est que en réalité, en partie, il y a un grand nombre qui l'est effectivement. Et pourquoi? Eh bien parce que, contrairement à ce que la classe politique nous dit, il y a les frères musulmans, il n'y a pas que les frères musulmans. Il y a les salafistes et il y a aussi un groupe qui s'appelle les tablirs. Parce que les tablirs, qu'on oublie toujours systématiquement, parce qu'on dit qu'ils sont quiétistes et qu'ils sont apolitiques, ce sont eux qui font toute cette politique d'islamisation, parce qu'ils vont dans chaque appartement, ils sonnent et ils islamisent les personnes qui viennent de ces pays musulmans. Parce que tous ceux qui viennent des pays musulmans ne sont pas forcément ni des croyants, ni des pratiquants. Donc ils sont là à vouloir les islamiser, et ensuite les frères musulmans et les salafistes viennent et ils récoltent les fruits consommés, l'établir. Et donc si la classe politique française n'est pas en train de combattre s'établir, et on les combat comment? On va faire aussi du porte-à-porte et annoncer, proposer une autre idée, une autre pensée? Soit on revient à ce que vous disiez, soit moi je viens à quelque chose de très très terre à terre. Oui, c'est pour ça que je pose la question. L'idéologie islamiste doit être interdite. Point.
parce que l'idéologie islamiste, c'est une idéologie qui est totalitariste. La définition du totalitarisme tel qu'on l'a appris dans nos études, c'était la volonté de créer un homme nouveau. Comme Hitler voulait créer un homme nouveau, l'homme nazi, comme Staline voulait créer un homme nouveau, l'homme communiste, et ben l'islamisme veut créer un homme nouveau, l'homme islamiste. Donc cette idéologie qui est totalitariste doit être interdite. Merci Michel Fayad, merci aussi Alexandre Malafaille. J'ajoute que le maire justement de Noisy-le-Sec promet que le film sera diffusé, qu'il fera l'objet d'un débat, donc il fait machine arrière finalement, il revient sur ses pas. Comme il le dit, d'un problème, je vais en faire une solution pour travailler sur cette question-là. J'espère que le débat pourra avoir lieu, en tout cas dans cette ville de Saint-Denis. Dans un instant, le journal de 20h, très important. Juste pour moi le temps de vous dire que tous les week-ends de 18h à 19h sur Europe 1, Jean-Luc Lemoyne, Anissa Haddadi et Julien Pichenet, c'est donc juste avant Europe 1 Soir Week-end. Ils vous offrent une visite guidée des meilleurs archives sonores de votre radio préférée, et la nôtre, Europe 1. Les grands moments vécus en direct, les émissions musicales légendaires, les innovations, les humoristes, les fous rires, au cœur des archives d'Europe 1. C'est tous les samedis, les dimanches de votre été, 18-19h. C'est à écouter également en podcast sur notre site europe1.fr ou encore la toute nouvelle application Europe 1. Nous sommes en alerte canicule et nous sommes tous concernés. Alors, prenons la voiture aux heures les plus fraîches. Sur la route, pensons à faire plus de pauses pour boire de l'eau et nous rafraîchir. Ne laissons jamais nos enfants seuls dans une voiture à l'arrêt, même quelques minutes. Donnons-leur souvent à boire. Protégeons leurs fenêtres et leurs sièges du soleil et de la chaleur. Passons tous en mode canicule. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Leclerc, bonjour. Dites, il y a bien 10 bâtons de colle dans votre promo UU. Oui, c'est ça. Ah bien, parce qu'avec les 3 demandés par la maîtresse, ceux que mon fils va prêter aux copains et ceux qu'il va oublier à l'école, c'est parfait. On connaît ça. Alors jusqu'au 6 septembre pour l'opération rentrée chez Leclerc, le lot de 9 bâtons de colle UU de 8,2 grammes plus un bâton de 21 grammes est à moins 25%, soit 4,49 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Également disponible en click and collect. Renault. Vous voulez passer à la voiture électrique, mais entre 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable, vous hésitez. Pour être sûr de ne pas vous tromper, choisissez Renault, le numéro 1. Numéro 1 des ventes de voitures électriques en France. Numéro 1 des ventes de voitures hybrides en France. Marque automobile favorite des Français. Numéro 1 des ventes de véhicules électriques et hybrides de janvier à juin 2025, source 3A Data. Baromètre Posternak IFOP, juin 2025. Voir Renault.fr. Renault, pensez à covoiturer. Merci d'écouter Europe 1, il est 20h. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Avec le journal d'Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine va-t-il être un tournant dans la guerre en Ukraine ? Les deux présidents se retrouvent en tête-à-tête en Alaska ce soir. On en parle dès le début de ce journal. En ce week-end du 15 août, il y a du monde sur les routes. La journée de demain est classée rouge dans le sens des retours. Conséquence, les gendarmes sont aux aguets et multiplient les contrôles. Et puis les pharmaciens en colère. 9 pharmacies sur 10 seront fermées demain en cause de la baisse des remises commerciales sur les médicaments génériques. Allez, nous développons ces titres dans un petit instant, mais d'abord la tendance météo avec Marlène Duret. Et la canicule qui perdure demain avant de régresser par le nord et l'ouest dimanche et surtout lundi. Alerte orange toujours en vigueur dans 70 départements au moment où je vous parle, mais ce sera 66 à 22h et même 50 départements demain matin à 6h. Météo complète, on connaît la chanson à la fin de ce journal. Europe 1. On démarre ce journal justement, Adrien, avec cette rencontre très attendue entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. Oui, une discussion en tête-à-tête qui aura lieu à 21h30 heure française. Objectif, trouver une issue à la guerre en Ukraine. Un échange de territoire pourrait être acté ce soir. Antoine Boinvaux, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Antoine, le chef du Kremlin va être accueilli à sa sortie de l'avion par le président américain aux alentours de 21h. Oui, par Vladimir Poutine, dont l'arrivée est d'ailleurs imminente sur ce tarmac d'Anchorage où a été installé un tapis rouge et un podium où est inscrit Alaska 2025. Le président américain qui va, vous l'avez dit, accueillir en personne Vladimir Poutine. Ce sera dans un petit peu moins d'une heure maintenant. Il s'agira là d'une première photo historique car, rappelons-le, les deux hommes n'ont plus été côte à côte depuis 2019. Vladimir Poutine et Donald Trump s'enfermeront ensuite dans la base stratégique d'Elmendorf-Richardson pour des discussions inédites qui pourraient, selon le Kremlin, durer entre 6 et 7 heures avec un objectif
l'objectif principal selon Donald Trump, parvenir à un cessez-le-feu. Le président américain l'a d'ailleurs encore répété à bord de son avion Air Force One tout à l'heure. C'est un homme intelligent, nous nous entendons bien et nous nous respectons beaucoup. Je pense que nous pouvons parvenir à quelque chose. Ce que je veux, c'est un cessez-le-feu rapide, mais je ne sais pas si ce sera aujourd'hui. Mais je ne serai pas content si ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde dit que ce n'est pas possible, mais je veux que les massacres s'arrêtent. Et à l'issue de leur tête-à-tête, les deux chefs d'État partageront un déjeuner d'affaires avec leurs proches conseillers avant de tenir une conférence de presse, elle aussi inédite. Une prise de parole commune qui sera particulièrement scrutée par les Européens, soucieux de voir naître un accord défavorable à l'Ukraine en l'absence de Volodymyr Zelensky. Antoine Bienvaux pour Europe 1. Volodymyr Zelensky qui compte sur Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Il annonce l'envoi de renforts dans l'est de l'Ukraine aujourd'hui. Objectif, stopper les avancées russes. Selon le président ukrainien, Moscou subit de lourdes pertes pour obtenir des gains territoriaux ces dernières heures. Pendant ce temps, au Liban, le gouvernement condamne les menaces de guerre civile du Hezbollah. Le chef du mouvement terroriste avait menacé de livrer bataille contre le plan du gouvernement libanais, celui de désarmer l'organisation, même si cela pouvait entraîner une guerre civile et des conflits internes. Revenons en France, cher Adrien, avec un week-end du 15 août très chargé sur nos routes. Oui, la journée de demain est classée rouge dans le sens des retours, orange dans le sens des départs, sauf sur l'arc méditerranéen où là encore la circulation sera très dense, que ce soit samedi ou dimanche. Et face à cette situation, 7000 gendarmes sont mobilisés ce week-end. Objectif, Jean-Baptiste Marty, assurer la sécurité des automobilistes. Oui, et notamment sur les autoroutes très fréquentées dans le sud-est l'A8, mais aussi dans le sud-ouest l'A9 depuis l'Espagne, ou encore sur la nationale 165 entre Quimper et Nantes. L'objectif est bien assurer la sécurité des automobilistes. Cela passera par des opérations de contrôle, comme l'explique Erwan Coiffard, lieutenant-colonel et porte-parole de la gendarmerie. On cible particulièrement ce qu'on appelle les infractions graves génératrices d'accidents. Ce sont les grands excès de vitesse, les conduites sous alcoolémie, les conduites sous stupéfiants. Chaque jour, ce sont 450 permis de conduire qui sont retirés à cause de ces comportements à risque. Ce week-end sera aussi l'occasion pour les gendarmes de faire de la prévention. Le lieutenant-colonel Erwan Coiffard. 240 actions par jour qui sont réalisées en matière de prévention. Vous allez avoir des gendarmes qui seront présents notamment sur certaines aires pour distribuer des kits de prévention à l'attention des familles, même souvent des enfants. Dans ces kits, des tests de dépistage, mais aussi des bouteilles d'eau pour se rafraîchir en ces fortes chaleurs. Des stands que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de la gendarmerie nationale. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1 a noté que la mortalité routière est d'ailleurs en augmentation, plus 23% en un an au mois de juillet. Un bilan jugé très préoccupant par les autorités. Et ce week-end, la vague de chaleur se poursuit en France. Il a fait 41 degrés à la Couronne ou encore à Carcassonne aujourd'hui. 70 départements seront en alerte orange canicule demain. Ce samedi, 2 départements seront en rouge pour des risques de feux de forêt. C'est le cas de l'Aude, déjà touché par un incendie dévastateur ces derniers jours. Et en raison de ces fortes chaleurs, le trafic des trains intercités est perturbé. Il reviendra à la normale à partir de lundi sur plusieurs lignes, Bordeaux-Marseille, Paris-Limoges ou encore Paris-Clermont-Ferrand, en cause des risques de panne de climatisation dans ces trains vieillissants. Et Aurélien Fleureau, c'est tout le réseau ferroviaire qui peut être impacté en période de canicule. Oui, et ce que surveille en priorité SNCF Réseau, qui est en charge des infrastructures ferroviaires des 27 000 km de lignes, ce sont les rails dont l'acier peut se dilater quand les fortes chaleurs durent plusieurs jours, comme c'est le cas en ce moment. Mais il y a encore un peu de marge avant qu'ils ne se déforment, puisqu'ils peuvent résister jusqu'à 66 degrés. Et jusque-là, les pics relevés n'ont pas dépassé les 55-60 degrés pour la température au sol. Autre matériel indispensable au bon fonctionnement, les caténaires sont regardés de près. Le cuivre aussi peut se dilater. Les équipes de maintenance font de la prévention et parfois des mesures de ralentissement des trains sont prises. Les composants électroniques de plus en plus présents dans les trains peuvent également être victimes de surchauffe. Ces phénomènes se répétant très régulièrement désormais à cause du réchauffement climatique, la SNCF anticipe et fait évoluer ses pratiques. Les équipes de maintenance effectuent donc un travail spécifique en début d'année. Le fait de peindre en blanc des éléments de signalisation permet de faire baisser la température de 5 degrés. Mieux débroussailler et réduire les étincelles lors du passage du train sur les rails sont aussi une manière d'éviter des départs de feu. Les explications d'Aurélien Fleureau pour Europe 1. Dans le reste de l'actualité, une enquête a été ouverte à Épinay-sur-Seine après l'abattage d'un arbre planté en hommage à Ilan Halimi, jeune juif torturé à mort en 2006. Le préfet de Seine-Saint-Denis s'est rendu dans la ville aujourd'hui. La nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que juif, a déclaré Emmanuel Macron.
Europe 1 Soir Week-end, 20h07. Ce policier gravement blessé cet après-midi dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Il a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite après avoir été contrôlé. L'agent a été traîné sur plusieurs mètres. Le suspect a été interpellé cet après-midi. Une enquête a été ouverte pour homicide concernant l'un des 4 corps retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi cette semaine. Pour les 3 autres, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de leur mort. La directrice générale de l'INA, Agnès Chauveau, devient la présidente par intérim de l'Institut national de l'audiovisuel. Après la suspension de Laurent Vallée, il avait été interpellé fin juillet pour un achat de cocaïne. Bien compliqué de trouver demain une pharmacie ouverte en raison d'une grève, Adrien. Oui, 9 pharmacies sur 10 seront fermées selon l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine. Les professionnels dénoncent un arrêté paru au journal officiel qui prévoit de baisser les remises commerciales sur les médicaments génériques. Cela va coûter cher aux pharmaciens et à terme à tous les Français, estime Enzo Italiano, représentant du collectif des pharmacies alsaciennes au micro de Mélina Fachin. Aujourd'hui, il existe un plafonnement des remises que les laboratoires nous donnent sur les médicaments génériques qui est de 40%. Demain, ce plafonnement est prévu de passer d'ici 2027 à 20%. Ça va faire une baisse conséquente du chiffre d'affaires pour les pharmaciens, une baisse de nos effectifs. Aujourd'hui, le projet du gouvernement a été évalué à peu près 6 000 fermetures d'officines sur les 20 000 en France à l'heure actuelle. On va connaître ce qu'on connaît aujourd'hui avec les déserts médicaux. On aura des déserts pharmaceutiques. Aujourd'hui, lorsque vous voulez aller dans une pharmacie, on va dire au maximum, vous avez 10 minutes de trajet. Demain, ça veut dire quoi? Certains endroits en France, il faudra faire 50 minutes avec un bébé à l'arrière qui pleure parce qu'il lui faut son Doliprane, parce qu'il lui faut son antibiotique. Voilà où il est le problème. Et j'insiste bien, ce sera partout en France. Enzo Italiano, représentant du collectif des pharmacies alsaciennes au micro de Mélina Fachin, correspondante dans le Grand Est pour Europe 1. Bon Adrien, je le vois, vous êtes resté neutre aujourd'hui, vous avez mis un t-shirt blanc, fan du PSG, il a pas encore son maillot, pourtant la Ligue 1 qui est de retour ce week-end. Oui, la première journée commence ce soir, Rennes affronte Marseille à 20h45, un petit peu moins fan de Marseille. Demain, Lens affronte Lyon à 17h. Normalement, on est journaliste, on donne pas son avis. C'est vrai. Vainqueur de la Super Coupe mercredi, le PSG se déplacera là sur la pelouse de Nantes, ce sera dimanche. Et puis en tennis, le Master 1000 de Cincinnati se poursuit après la belle victoire du Français Terence Satman contre Holger Rune en quart de finale hier. Ce soir à 21h, Andrei Roublev affronte Carlos Alcaraz, puis à 1h du matin, Ben Shelton affrontera Alexander Zverev. Et ici, c'est Adrien Spiteri. Merci voilà. Adrien, on vous retrouve à 20h30 pour le prochain journal permanent. On va parler météo avec Marlène Duret, fraîchement de retour de ses vacances italiennes et toute bronzée. Il fera un petit peu moins chaud dans le nord demain. Et oui, demain... Pas d'Italie, de la France. Non, la France. Demain après-midi, Météo France prévoit 22 degrés à Cherbourg, 24 à Bayeux, 26 à Lille, 28 à Paris et à Reims. Autrement dit, entre le nord de la Bretagne, la Normandie, la région parisienne, la Champagne, jusqu'à la frontière luxembourgeoise, on sera sous les 30 degrés. L'anticyclone, notez-le quand même, va ramener des nuages demain matin par la mer du Nord. Donc ça va concerner le Cotentin, les Hauts-de-France, en lien avec un petit vent d'est à nord-est qui va souffler le long de la Manche. Et le ciel s'éclaircira en cours de journée. Pour le reste du pays, forte chaleur, voire très forte chaleur, puisque les 40 degrés seront atteints, voire dépassés dans de nombreuses régions du sud-ouest et dans le Languedoc-Roussillon, après une nuit qui aura été encore une fois étouffante. 42 degrés dans le Gard, vous me disiez. Oui, oui, tout à fait. Mais je parlais de la nuit, là. Ah, moi j'ai de l'avance. Effectivement, 42 degrés dans l'intérieur du Gard et de l'Hérault. Et puis des nuits à 25 à 27 dans le sud-ouest vers la Méditerranée. Alors, je rappelle, 70 départements placés en alerte orange canicule, mais la carte émise par Météo France va évoluer tout au long du week-end. Et d'ici à demain matin, 16 départements de la Bourgogne-Franche-Comté, du Grand Est et du Centre-Val de Loire repasseront en jaune. Côté ciel, très rapidement, du soleil pratiquement partout. Le Mistral et la Tramontane qui reviennent et toujours un risque orageux en montagne. Alors sur les Vosges, le Jura, la frontière italienne et des orages aussi peuvent éclater en Corse du Sud. Ainsi vont les prévisions météo de Marlène Duret. Europe 1 Soir Week-end, 20h11. Merci Marlène et à tout à l'heure. Merci Marlène et merci à vous de nous écouter sur Europe 1. Dans un petit instant, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, sera à mes côtés à moins d'1h30 du rendez-vous entre Trump et Poutine. Nous allons vous parler ensemble de l'envers du décor de pareil sommet. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1. Bonjour, c'est Jean-Luc Lemoyne. Bonjour, c'est Anissa Haddadi. Bonjour, c'est Julien Pichenet. Europe 1, au cœur des archives. Tous les week-ends, nous vous offrons une visite guidée des meilleures archives sonores de votre radio préférée. Les grands moments vécus en direct. Mais c'est le cabage posant. Arrêtez de dire mon nom chaque fois. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Les émissions musicales légendaires. Les innovations, les humoristes et les fous rires.
au cœur des archives d'Europe 1. Tous les samedis et dimanches de l'été, de 18h à 19h. À écouter également en podcast sur le site et la nouvelle appli Europe 1. Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Renault. Vous voulez passer à la voiture électrique, mais entre 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable, vous hésitez. Pour être sûr de ne pas vous tromper, choisissez Renault, le numéro 1. Numéro 1 des ventes de voitures électriques en France. Numéro 1 des ventes de voitures hybrides en France. Marque automobile favorite des Français. Numéro 1 des ventes de véhicules électriques et hybrides de janvier à juin 2025, source 3A Data. Baromètre Posternak IFOP, juin 2025. Voir Renault.fr. Renault. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. 20h13, vendredi soir, Europe 1 Soir Week-end. Elliot Maman, journaliste. Bonsoir Elliot. Également avec nous Michel Taube, éditorialiste politique et directeur de la publication d'Opinion Internationale. Bonsoir Michel. Bonsoir. Toute première fois que je vous rencontre, je suis ravi de vous accueillir dans ce studio. C'est réciproque. Merci à vous. Et ensemble, tous les trois, nous recevons Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et auteur de La guerre mondiale n'aura pas lieu chez Odile Jacob. Bonsoir Frédéric Ancel et merci de votre présence dans ce studio. Donald Trump estime à 25% de chance le risque d'échec de cette rencontre qui va débuter dans 1h15 maintenant à Anchorage en Alaska. Trump qui reçoit Poutine pour parler cessez-le-feu, arrêt des combats ou alors peut-être de rien du tout, c'est ce qu'on va voir avec vous. Donald Trump qui estime à 25% le risque d'échec de cette rencontre. Frédéric Ancel, quand on connaît le personnage, il faut plutôt voir le verre plein, 3 chances sur 4 de succès, ou au contraire le verre vide avec une chance sur 4 de déception. Il faut surtout se souvenir qu'il y a un an, c'était 0%, parce que Trump avait annoncé en pleine campagne électorale, je parle de la 3e, donc qui lui a permis d'obtenir pour la 2e fois la présidence, il avait annoncé Ourbi et Torbi à plusieurs reprises qu'en 24 heures, il pouvait faire cesser la guerre et que tout se passerait bien par la suite. Donc, alors il en a rabattu un petit peu parce que ces derniers mois et ces dernières semaines en particulier, il a considéré lui-même que Poutine s'était littéralement moqué de lui et qu'il prenait un temps beaucoup trop conséquent pour accepter tout ce que le même Trump lui avait proposé. Parce que depuis son accession au pouvoir en janvier dernier, objectivement, Trump a proposé énormément à Poutine, c'est même le moins qu'on puisse dire, pour qu'il accepte enfin, Poutine bien évidemment, un cessez-le-feu. Donc là, les 25 ou les 75, je ne sais pas, on a affaire à quelqu'un qui est quand même assez fantasque sur le plan rhétorique, sur le plan discursif, donc je ne suis pas certain que ça signifie quelque chose de rationnellement établi dans sa tête. J'aimerais savoir comment on arrive à se faire croiser deux parallèles quand on a un idéologue, Poutine, et puis également un économiste, Trump. Comment ils peuvent se retrouver, comment ça peut converger cette réunion? Alors, question centrale, vous avez raison de dire que l'un entretient des représentations qui sont primordialement idéologiques. Au fond, l'économie, ça l'intéresse pas, Poutine, et la population peut bien souffrir des sanctions. Lui, de toute façon, personnellement, n'en souffrira bien évidemment pas. C'est toujours le cas dans les États autoritaires, et son rêve, c'est la reconstitution de l'Empire Catherine II. C'est pas un PIB de temps. Alors que vous avez raison de signaler ou de rappeler que Trump a, c'est ce que je dis souvent, un or à sa boussole, qui est le mercantilisme. Et j'ajoute le mercantilisme absolu. Pour lui, à la fin des fins, l'objectif, c'est de pouvoir refaire du business, et de manière très très importante, de grande ampleur, avec la Russie. Et non pas avec l'Ukraine. Je vais vous dire, il y a 3 ans et demi, lorsque la Russie envahit l'Ukraine, j'ai vérifié le volume et la valeur des échanges entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est ridicule. Alors qu'avec la Russie, Trump considère, avec raison d'ailleurs, qu'il peut faire beaucoup de business. Mais pour ça, il faut l'arrêt des combats. Alors pas un traité de paix, ça j'y crois absolument pas. Mais vous l'avez là aussi mentionné, un cessez-le-feu permettrait au moins à Trump de pouvoir envisager ce business. Frédéric Ancel, merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. On parle bien évidemment de cette rencontre Trump-Poutine. On sait d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de document officiel qui va en sortir. Une conférence de presse, d'ailleurs on voit une estrade là, sur les images d'Anchorage, la base militaire, avec marqué Alaska 2025, tapis rouge pour faire venir les deux présidents. Conférence de presse, ça va être quoi? On peut s'attendre à quoi selon vous? Alors, on peut s'attendre à un prochain rendez-vous.
C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui, peut-être trop optimistes, pensent que quelque chose va se théâtre. Voilà, c'est ça. Ça, j'y crois pas. Ça serait trop tôt, et d'ailleurs, ça ressemblerait pas à Poutine, qui fait effectivement lanterner son monde pour obtenir quelque chose. Alors, c'est pas un apocalyptique, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Poutine, mais c'est pas quelqu'un qui est dans l'apocalypse et dans la totalité. Donc, il souhaite effectivement un cessez-le-feu, mais évidemment à ses conditions. Alors, si ces conditions, je veux dire, à Poutine, sont ou restent beaucoup trop problématiques, il n'est pas sûr que Trump les accepte. Auquel cas, pour que chacun conserve la face, c'est un grand classique des raouts internationaux depuis toujours, eh bien, on va faire effectivement une conférence de presse en disant que c'était très constructif et qu'on se retrouvera lors du match retour. Parce que je rappelle que l'un et l'autre ont déjà émis l'idée que vraisemblablement en Russie, ce qui est d'ailleurs assez logique, qu'il y aurait effectivement une deuxième, un match retour en quelque sorte. Pour régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la négociation pourra porter a priori sur deux volets qui sont vraiment distincts, territorial, statutaire. On va commencer par le territorial, Frédéric Ancel. On parle d'un accord sur la possession ou le contrôle de certains territoires, comme sur les frontières ou des zones démilitarisées. Oui, alors attention, c'est soit contrôle, soit souveraineté. Et la souveraineté, ça correspondrait à un véritable traité de paix, à condition, naturellement, que le co-belligérant ukrainien l'accepte. Ce qui est simplement inimaginable. Il l'a dit. Et évidemment, et Zelensky l'a rappelé. Donc, je pense qu'on ira davantage, effectivement, vers un cessez-le-feu, ce qui est déjà pas mal. Ça signifie, en principe, moins de sang qui coule sur le front, moins de mamans qui récupèrent leurs garçons dans des boîtes en bois, ce qui n'est jamais négligeable. Mais le problème du cessez-le-feu, c'est qu'il n'engage pas réellement le régime politique en place de façon générale, et il ne peut même éventuellement engager que les militaires. Alors que le traité de paix signifierait la reconnaissance non plus d'un front, mais de véritables frontières, avec, en principe, l'ouverture de ces frontières. Moi, je pense que... Vous mettez un billet actuellement sur le cessez-le-feu. Ah oui, non, sur le cessez-le-feu. Ça, je ne crois absolument pas possible, en l'état actuel du corpus de représentation antagoniste des uns et des autres, et notamment du nationalisme au pouvoir à Moscou, et de l'Ukraine de l'autre côté, je ne crois absolument pas possible l'avènement d'un véritable accord de paix, en tout cas à court terme. Frédéric Ancel, politologue, est notre invité ce soir sur Europe 1, Soir Week-end, pour parler de cette rencontre entre les géants XXL de la politique, Trump et également Vladimir Poutine. Michel Taube a une question pour vous. Oui, en fait, c'est deux remarques. D'abord, je pense que ce sommet marque un petit peu un retour sur la scène internationale de Vladimir Poutine. Et en fait, je pense que Donald Trump lui fait une grande fleur. En fait, avec cette rencontre, Donald Trump tourne la page des années Biden, qui avait participé à la tentative d'isolement de Vladimir Poutine sur la scène internationale. Alors, il l'a jamais été totalement isolé, parce que les pays du Sud global, Poutine a toujours eu de très bonnes relations, mais quand même, je pense que Poutine va tirer une victoire médiatique de cet événement et de ce retour sur la scène internationale, et c'est un peu un camouflet pour les Européens qui essaient de l'isoler. Et le deuxième point, est-ce que vous pensez pas, Frédéric Ancel, pour parler du volet Ukraine, parce qu'ils vont pas parler que de l'Ukraine, ils vont parler aussi de l'économie mondiale, ils vont parler de beaucoup de sujets, mais sur l'Ukraine, moi je suis même sceptique sur l'idée d'un cessez-le-feu qui serait décidé très rapidement, et aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, parce qu'en fait Vladimir Poutine, selon moi, n'a pas intérêt, lui, à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Ses troupes avancent difficilement. L'armée ukrainienne résiste, je trouve très courageusement, face à ce qui était censé être une des armées les plus puissantes au monde, mais je suis même pas certain que ce cessez-le-feu soit obtenu. Et le dernier point, j'aimerais dire, c'est cette photo incroyable de monsieur Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, j'allais dire soviétique, qui est arrivé à Anchorage hier avec un t-shirt URSS CCCP pour bien signifier que pour lui, l'Ukraine, satellite vassal de l'URSS, c'est encore leur objectif aujourd'hui dans la nouvelle Grande Russie. Grande Russie qui ne va peut-être pas jusqu'à l'Alaska, ancienne terre russe, mais au moins pour eux jusqu'à l'Ukraine. Frédéric Ancel. Oui, sur le premier point, je vous rejoins. J'irai même plus loin. Pendant la guerre, enfin ces 3 dernières années et demie, il y a eu 3 votes à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors, dont les résolutions ne sont pas contraignantes, mais qui offrent une photo intéressante. C'est les 193 États qui votent, un homme, une voix. Bon. Et la Russie n'a jamais dépassé entre 7 et 8 membres, donc des Nations Unies, donc des États, votant en sa faveur. En général, ce sont des États qui sont picrocolins ou enfin extrêmement faibles ou qui n'existent plus que sur le papier. Là, effectivement, quoi qu'il arrive,
cette rencontre acceptée, en fait même voulue par Trump, marquera une victoire diplomatique pour Poutine. Là-dessus, vous avez totalement raison. Alors après, le problème c'est que personne n'est prophète. Je ne sais pas si le cessez-le-feu aura lieu. Vous avez raison de dire que Poutine progresse sur le terrain, mais à quel coût ? Au sens du coût. Ça en fait des milliers de morts. Eh ben oui, et même des centaines de milliers. Et là, si vous voulez, même l'état de l'économie russe, dont je disais tout à l'heure qu'il n'intéresse pas beaucoup Poutine, ce qui est vrai, mais cet état de l'économie russe est tel que elle s'inféode à la Chine. Et ça, dans la perception impériale poutinienne, c'est quand même pas positif. Donc moi, je pense qu'il n'a pas du tout besoin ni envie d'un accord de paix, ça je le maintiens, d'un cessez-le-feu si les conditions que Trump lui propose ne sont pas trop défavorables, je pense qu'il pourrait accepter. Frédéric Ancel, on parle donc peut-être d'un cessez-le-feu potentiel, hypothétique. C'est ce que la planète entière attend, en tout cas, de ce sommet. Les principaux dirigeants européens sont entretenus en visioconférence ces derniers jours avec le président américain pour plaider en faveur forcément d'un soutien inconditionnel à l'Ukraine. Président américain qui reconnaît qu'un sommet trilatéral avec Volodymyr Zelensky sera nécessaire pour un accord sur l'Ukraine. C'est ça la prochaine étape de la feuille de route ? Ce serait pas mal. D'abord, ce serait pas mal que dans un avenir proche, c'est possible. Eh ben proche, j'y crois pas. J'y crois pas à cause de Poutine. Regardez, quand je dis proche, avant la fin de l'année. Oh là, alors avant, là, on me pose une question très difficile. Là, on est déjà sur du moyen terme. C'est-à-dire que les choses vont tellement vite à notre époque qu'à la fin de l'année, c'est quasiment du moyen terme. Je pense qu'on ne pourra pas obtenir un cessez-le-feu définitif, et je ne parle même pas d'un accord de paix, sans à tout le moins un accord ukrainien. C'est quand même le pays le plus concerné, et entre parenthèses, c'est le pays agressé. Bon, maintenant, à quelle échéance ? Oui, peut-être quelques mois. Avant, j'y crois assez peu. Maintenant, les Européens sont dans une situation, non pas d'échec, j'entends souvent parler d'échec européen, mais ils le veulent s'il y a échec. Pardon, l'Europe a la capacité absolue d'incarner une puissance globale. Elle l'a sur le plan démographique, sur le plan militaire, sur le plan technologique, même sur le plan énergétique en réalité. En revanche, le problème est celui de la volonté. Oui ou non, il y a aujourd'hui ce que mon maître Lacoste, le grand géopolitologue, appellerait une représentation. Est-ce qu'il y a une représentation identitaire à minima de l'Europe susceptible d'aller vers la puissance globale ? Pour l'instant, je suis assez sceptique. Le problème, c'est que si on n'y va pas, eh bien, ce genre de sommet qui nous dépasse largement, et pour cause, qui rappelle ceux de la guerre froide, vont se poursuivre, et pire que ça, bientôt nous n'aurons plus notre destin en main, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aller vers l'Europe puissance. En tout cas, on a Donald Trump qui vient d'atterrir sur cette base militaire d'Anchorage en Alaska. Elliot Maman, vous aviez une question pour notre politologue Frédéric Ancel qui répond aux questions d'Europe 1 ce soir. Absolument, Donald Trump a affirmé à Bloomberg cet après-midi que selon ses calculs, il suffirait que le cours du pétrole baisse d'encore $10 pour que la Russie se retrouve contrainte d'accepter les exigences qui seraient formulées par la partie américaine. Quels pourraient être les moyens d'action de Donald Trump sur cette question-là ? Pensez-vous qu'il pourrait renforcer les sanctions secondaires, comme il l'a déjà fait par exemple sur l'Inde, en faisant passer les tarifs douaniers de l'Inde de 25 à 50%, ou le revirement pro-ukrainien de Donald Trump pourrait-il aller jusqu'à le satisfaire, jusqu'à le pousser à faire artificiellement baisser le cours du pétrole grâce à la production américaine en faisant une espèce de concurrence déloyale ? Qu'est-ce que vous pensez de ces diverses initiatives, de ces diverses hypothèses qui percent l'agenda médiatique ? Alors c'est une bonne question, et là encore je pense que Trump joue dans son couloir de nage en quelque sorte, dans sa zone de confort économique, mais il raisonne en économiste, il ne raisonne pas en idéologue. Que Poutine perde encore beaucoup d'argent lié à un pétrole, enfin à un brut qui est déjà extrêmement faible d'ailleurs, qu'il vend à des prix cassés, moins qu'on puisse dire, à l'Inde et à la Chine, ses faux amis ou ses faux alliés, comme ça que je les appelle, ça oui c'est tout à fait possible, et l'économie russe souffrira encore plus. L'objectif de Poutine n'en demeurera pas moins la recréation de l'empire ou d'un empire, comme il le dit d'ailleurs lui-même depuis très longtemps. Donc je ne suis pas certain que ce soit aussi efficace que cela. Et puis d'ailleurs, d'un point de vue strictement mécanique, on se souvient que les sanctions sur d'autres pays, alors évidemment, c'était d'autres schémas, mais sur l'Irak naguère, sur l'Iran en ce moment et sur beaucoup d'autres États comme Cuba ou la Corée du Nord, ça marche pas mécaniquement. En tout cas, c'est pas mécaniquement une manœuvre qui permet de casser la volonté d'un dictateur en place. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Dernier mot, néanmoins, ça reste quand même une épée de Damoclès qui n'est pas négligeable. Parce que Trump, il y a un an, tressé des lauriers, ne faisait que ça à Monsieur Poutine. Il le fait plus. Il a été quand même échaudé.
Là, actuellement, on se rend compte qu'il y a ce sentiment de fierté chez le président russe de pouvoir être reconnu vraiment de façon très présente sur la scène internationale et d'être l'homme le plus en lumière. Vous nous dites qu'au niveau économie, il y a a priori pas de levier. Est-ce que justement une mise à l'écart complète pourrait être un levier et pourrait jouer sur ce sentiment d'obligation de vouloir exister ? Sans doute, mais ce n'est pas possible, parce que la Chine, même si je l'appelle, et je pense que je n'ai pas tort en disant cela, un faux allié, la Chine n'abandonnera pas diplomatiquement, énergétiquement, diplomatiquement, son partenaire russe. L'Inde n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier depuis son indépendance en 47. Donc l'Inde continuera à faire du business avec la Russie, avec l'Occident et avec les États-Unis, etc. Après, vous avez, alors ce que vous avez appelé le Sud global tout à l'heure, qui pour moi est un concept qui n'a absolument aucune espèce de valeur et de réalité, mais dans lequel néanmoins vous avez, une vingtaine d'États qui quand même, sur le plan au moins diplomatique, continueront à vouloir rester proches de Moscou. Voilà, mais je garderai surtout la Chine, qui aujourd'hui est la deuxième grande puissance mondiale de manière assez incontestable, et la Chine, puisque son objectif est de redevenir à ses yeux, donc de devenir, si vous préférez, la première puissance mondiale devant les États-Unis, elle a besoin de ce partenariat avec la Russie, donc elle n'abandonnera pas Poutine. Europe 1 Soir Week-end avec Frédéric Ancel, politologue. Monsieur Ancel, pas de levier économique. Le gros levier, quel étendard, quel drapeau peut agiter Trump pour pouvoir justement peut-être faire réfléchir un peu Vladimir Poutine ? Eh ben, davantage de carottes que de bâtons. Parce que jusqu'à présent, on parle de bâtons. Et en réalité, Poutine, lui, accepterait un accord à des conditions, on y revient, territoriales, qui sont bien évidemment totalement inacceptables pour l'Ukraine et d'ailleurs en droit international. Et ils devront céder. Alors, en tout cas, ils devront en céder une partie, malheureusement pour l'Ukraine. Ça, j'en suis convaincu. Mais peut-être aussi d'autres conditions plus identitaires, puisque je rappelle que depuis 3 ans et demi, Poutine évoque beaucoup moins l'OTAN que les, entre guillemets, nazis au pouvoir en Ukraine. Et en fait, ce qui lui fait très peur, c'est la porosité démocratique de l'Ukraine, comme la porosité démocratique en provenance de Géorgie à la fin des années 2000 lui faisait très peur, et d'autres révolutions qu'on a appelées de velours, orange, peu importe. Et c'est ça, et là, si vous voulez, on n'est plus sur du territorial. Et je pense que Trump, qui lui se fiche manifestement du caractère démocratique ou pas d'un certain nombre de régimes, là encore, on l'a vu à maintes reprises, pourrait abandonner littéralement, non pas tant l'Ukraine en soi, mais sa véritable souveraineté via notamment M. Zelensky. Frédéric Ancel, on va devoir faire le journal de la nuit. Est-ce que vous acceptez encore de rester quelques minutes avec nous pour poursuivre et terminer cette conversation ? Si c'est quelques minutes. 5-6 minutes, ça marche. Bon, à tout de suite sur Europe 1, le journal permanent d'Adrien Spiteri, c'est tout de suite. Europe 1, le journal permanent. Donald Trump est arrivé en Alaska pour un sommet très attendu avec Vladimir Poutine. Le président américain et le président russe se retrouveront à 21h30, non pas en tête-à-tête, mais avec des conseillers, apprend-on ce soir. Les négociations pourraient durer 6 à 7 heures selon le Kremlin. Volodymyr Zelensky lui compte sur Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Il annonce l'envoi de renforts dans l'est de l'Ukraine. Objectif, stopper les avancées russes. Selon le président ukrainien, Moscou subit de lourdes pertes pour obtenir des gains territoriaux ces dernières heures et assure que l'Ukraine a repris certains villages de l'Est. L'armée israélienne confirme une intensification de ses opérations autour de Gaza, en particulier dans la zone de Zetoun. Le but, prendre le contrôle de la ville pour parvenir à la libération des otages. Il va y avoir du monde sur les routes en ce week-end du 15 août. La journée de demain est classée rouge dans le sens des retours, orange dans le sens des départs, sauf sur l'arc méditerranéen où là encore la circulation sera très dense, que ce soit samedi ou dimanche. Et puis un policier a été gravement blessé cet après-midi dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Il a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite après avoir été contrôlé. L'agent a été traîné sur plusieurs mètres. Le suspect a été interpellé. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Et on va voir le timing 20h30, 21h30, donc dans moins d'une heure. Vladimir Poutine sera reçu par Donald Trump sur cette base militaire d'Anchorage. Trump qui vient d'arriver à Anchorage, son avion Air Force One s'est posé. On poursuit encore quelques minutes notre entretien avec Frédéric Ancel qui nous fait l'amitié de rester avec nous encore quelques minutes. Le taxi attend mais il va patienter encore quelques minutes. Michel Taube, vous avez une question pour Frédéric Ancel? Oui, moi je pense que dans l'hypothèse où le sommet n'aboutit pas, même pas à un cessez-le-feu, parce que moi je suis absolument convaincu que Poutine a une logique militaire et militaro-industrielle dans sa vision de cette crise. Moi je pense que, est-ce que vous ne craignez pas que Trump va complètement se braquer et est capable en fait de sortir lui perdant de ce sommet?
dans lequel finalement il s'est beaucoup exposé, Donald Trump. Et je rappelle aussi qu'il est dans une course de vitesse pour obtenir le prix Nobel de la paix le 10 octobre prochain. Et c'est pas de la rigolade. Il se vante d'avoir déjà réglé 5 ou 6 conflits dans le monde ces derniers mois, Arménie, Azerbaïdjan, RDC et quelques autres. Et donc, si Poutine ne le satisfait pas, il risque de perdre la crédibilité. Donc, est-ce que finalement ce sommet très médiatique n'est pas finalement un effet éphémère qui pourrait amener à une radicalisation très forte de Trump, vexé et plus que cela par un Poutine qui tracerait sa route de continuer sa conquête militaire? Alors, il est clair que M. Trump n'a pas beaucoup de surmoi, que c'est quelqu'un qui dont l'ego est absolument surdimensionné. Bon, c'est souvent le cas chez les chefs d'État. Et sans faire de la psychologie à 2 euros, c'est quelqu'un qui effectivement se vexe assez rapidement et qu'il pense. Et là, pour le coup, on revient sur quelque chose de très, j'allais dire, de très objectif, sur l'autoroute de la rationalité, qui pense avoir fait déjà beaucoup en faveur de Vladimir Poutine, la Russie. Et là, je pense que c'est assez incontestable. On parlait tout à l'heure des concessions. Alors, si vous voulez, par une espèce de pirouette, je vous répondrai en évoquant Poutine. Il faudrait vraiment, pour que Poutine quitte cette réunion en n'ayant strictement rien cédé, en humiliant finalement Trump, à ses risques et périls quand même, on en a vu quelques-uns, il faudrait vraiment qu'il n'obtienne strictement rien. Or, je n'y crois pas. Encore une fois, Trump a démontré une véritable souplesse, et notamment pour la raison que vous avez bien dite, c'est-à-dire qu'il souhaite avoir, entre autres, le prix Nobel de la paix et certainement d'autres types de distinctions. Donc, je ne pense pas à un échec total. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que les deux ont besoin de ressortir la tête haute. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce Poutine pourrait très bien revenir vers son opinion publique en disant, eh ben voilà, j'ai rien obtenu, pour la peine, on va continuer la guerre. Sauf que on est sur déjà presque 1 million de jeunes soldats, soit tués, soit blessés, soit disparus, avec autant de familles à qui il faut, puisqu'on leur avait promis, à qui il faut donner des subventions extrêmement importantes. Et vous savez, dans une dictature, dans un État autoritaire en tout cas, on ne sait jamais quelle est la ligne rouge de ce que j'appelle le seuil de supportabilité de la population civile. On peut craindre une guerre interne ? Pour l'instant, je n'y crois pas. Alors, les Russes ont déjà démontré à maintes reprises dans l'histoire une résilience assez exceptionnelle. Mais si ils étaient convaincus que Poutine menait cette guerre essentiellement pour rester au pouvoir ou par ego, en quelque sorte, alors je pense que là, il pourrait, sur le plan social, pas tellement politique, mais sur le plan social, il pourrait subir effectivement une opposition très forte qu'on a vu d'ailleurs dans la rue à plusieurs reprises ces 20 dernières années. Elliot Maman, dernière question. Oui, il y a 3 étapes assez fondamentales dans le droit international. La Charte de l'ONU, la Convention de Vienne sur les traités, l'acte d'Helsinki de 1975 qui interdisait d'entériner le fait qu'un État pouvait être souverain sur un territoire qu'il avait conquis par la force. Quelle que soit la paix vers laquelle on se dirige en Ukraine, ce principe-là sera-t-il mort et enterré en Europe ? Alors, enterré, non. Mort, non, parce qu'on l'est jamais. Enfin là, vous parlez d'un vieux géopolitologue qui pense que rien n'est jamais définitif, ou quasiment rien n'est jamais définitif. Mais il sera mis à mal, c'est absolument incontestable. Et le fait, et c'est intéressant, parce que à la fin de votre question, vous précisez en Europe. Et ça veut bien dire que les Européens, sur leur propre continent, ne seraient même pas parvenus à empêcher effectivement une rupture quand même assez flagrante de cette longue tradition. On pourrait même revenir à d'autres traités sans remonter à ceux de Westphalie au XVIIe. Et c'est ça le problème. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous devons, je le répète, aller très vite vers l'Europe-puissance avec un tandem fer de lance, tel qu'il y en a eu un dans les années 50 qui était franco-allemand, mais celui-ci, le fer de lance de l'Europe aujourd'hui, doit être franco-britannique. Merci Frédéric Ancel, je vous avais promis de vous libérer à 35. Voilà, je peux pas mieux faire. Formidable. Merci à vous pour votre éclairage et vos informations. On a pu comme ça en savoir un peu plus. Je vous laisse repartir. Le taxi est toujours en bas, il attend. Merci beaucoup monsieur Ancel. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. On poursuit avec Michel Taube et Elliot Maman. Alors, très intéressant cet éclairage, cette mise en perspective. Là, on est à moins de 55 minutes. Les spéculations vont bon train. Michel Taube, on parle de 6 à 7 heures de rencontres potentielles. C'est ce que dit le Kremlin. Il n'y a pas de minimum syndical dans ce genre de protocole. Ça peut être aussi bien 10 minutes, un quart d'heure que quasiment la journée entière. 10 minutes, un quart d'heure, ce serait un échec cuisant. Il faudrait qu'il se passe quelque chose de grave entre eux pour que ça Donald Trump a fait savoir que il sent dans les 5 premières minutes, il se dit tiens, ça va le faire ou ça va pas le faire. Non mais vous avez tout à fait raison, tout est possible avec Donald Trump. Mais là, je pense effectivement que c'est parti pour de très très longues négociations
La nuit va être très très courte avec le décalage horaire. Il y a 11 heures de décalage, 10 heures, je crois, pardon, de décalage horaire avec l'Alaska. Donc non, d'abord il n'y a pas que l'Ukraine entre les deux hommes. D'abord il y a des retrouvailles. Ils ne se sont pas vus depuis 2019. 6 ans. Voilà. Et encore une fois, j'insiste, Donald Trump veut tourner la page des années Biden. Trump a toujours eu, pour des raisons mystérieuses, une fascination pour Vladimir Poutine. Ils ont déjà des retrouvailles à assurer. Donc ça, c'est la première chose. À mon avis, ça va mettre un peu de temps. Et après, ils ont beaucoup de dossiers à voir sur l'économie internationale, sur les relations bilatérales entre les deux pays. Enfin, ils ont le droit aussi de se rencontrer entre eux et d'évoquer tous les sujets qui peuvent les rassembler. Et puis, évidemment, il y a le dossier le plus épineux, qui est celui de l'Ukraine, sur lequel les négociations vont également être très longues. Donc ça risque d'être extrêmement long, mais je pense que cette rencontre, elle était nécessaire. C'est plutôt une bonne nouvelle que les grands de ce monde se parlent. Moi, je suis très, parce qu'il faut dire les choses, très attaché à la souveraineté de l'Ukraine et je pense que le peuple ukrainien a donné une grande preuve de liberté et de résistance face à une invasion qui lui a été imposée en 2022. Donc, je vais être clair avec les auditeurs d'Europa quant à mes convictions, mais en même temps, je trouve très bien que les grands de ce monde se rencontrent et échangent. Donc, évidemment, Vladimir Poutine est aux États-Unis. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Il y a des enjeux aussi de désarmement nucléaire. Il y a des enjeux de relations avec l'Iran, parce que la Russie, quand même, a des soutiens de l'Iran. Et on sait l'intervention qu'a faite Trump en soutien à Israël par rapport aux velléités iraniennes de se doter de l'arme nucléaire. Voilà, donc c'est de tout ça dont il va être question. Michel et c'est une journée importante. De la discussion, on est la solution. Donc a priori, il y a peu de chances que Donald Trump rentre bille en tête avec le sujet de l'Ukraine. On va peut-être commencer par désamorcer un peu le terrain, prendre la température. Je suis absolument convaincu de cela. Il faut savoir aussi que la délégation qui accompagne Vladimir Poutine est importante. Il y a le ministre des Finances, il y a plusieurs acteurs économiques. Il y a aussi des enjeux économiques. Parce que Donald Trump, lui, ce qu'il a en vue aussi, c'est des enjeux économiques. Ça, pour lui, c'est la priorité. Et je pense qu'il a dans son viseur de renouer des relations économiques très fortes avec la Russie dans les années qui viennent. Europe, un soir week-end, vendredi soir 20h38. Elliot Maman, vous, quand vous entendez ça, quand vous attendez à cette réunion qui va se jouer dans, un petit peu plus de 50 minutes, vous vous attendez à quelque chose, qu'il en sorte quelque chose, ou au contraire, vous pensez que c'est perdu d'avance? Alors écoutez, Donald Trump a été assez clair. Il a dit qu'il pourrait éventuellement discuter de notions économiques, d'un éventuel renforcement des liens économiques au cours de cette première discussion, mais que en réalité, le véritable propos de cette première rencontre était surtout de dresser une forme de terrain pour la deuxième rencontre qui, dit-il, devrait également se passer en Alaska et qui cette fois-ci inclurait la partie ukrainienne et qui dès lors pourrait également concerner des questions territoriales. Donc en réalité, la partie américaine est assez claire quant au fait que cette rencontre n'aboutira pas à des décisions absolument majeures sur le terrain. Et d'ailleurs, Michel Taube, en effet, je suis entièrement d'accord avec l'analyse de contact, de comme l'a annoncé Donald Trump. Exactement. Réunion, c'est une prise de contact. C'est une prise de contact et plusieurs précisions. La frappe en Iran a en effet particulièrement affaiblit également un certain nombre de possibilités pour la Russie de frapper de manière tactique les Ukrainiens, puisque au cours de cette frappe, notamment la production de drones Shahid, qui sont les fameux drones que l'Iran donne à la Russie, ou du moins vend à la Russie, a été considérablement affaiblie. Donc cela a eu une incidence directe sur le terrain. Et en réalité, je pense que Donald Trump est un peu tiraillé entre deux de ses sentiments, entre deux de ses convictions sur sa considération de la nation ukrainienne, parce que en un sens, il croit beaucoup à la civilisation, aux aires civilisationnelles, dans une conception un peu à la Huntington. Et si on entre dans une logique civilisationnelle, il faut tout de même remarquer que depuis 3 ans, l'Ukraine nous prouve à quel point elle appartient au camp des démocraties libérales et que d'ailleurs Volodymyr Zelensky parvient à se faire un avocat tout à fait admirable de la démocratie libérale. Mais dans le même temps, si on croit aux aires de civilisation, on croit également aux zones d'influence sur une conception très post-Yalta. Et dès lors, et ça a d'ailleurs été toute la question lorsque ce sommet entre lui et Poutine a été annoncé il y a une semaine, va-t-on se rediriger vers une espèce de définition de zone d'influence où, de toute évidence, la Russie est la plus grande nation proche de l'Ukraine? J'espère qu'il aura compris qu'en réalité, il y a une incompatibilité entre la conviction selon laquelle l'Ukraine appartient aux valeurs de la démocratie libérale au camp occidental et la possibilité de céder l'Ukraine à une zone d'influence russe, mais je pense qu'il va véritablement être tiraillé entre ces deux
conviction assez fondamentale chez lui jusqu'au bout, quand bien même est-il tout de même tenu par une base au Congrès qui est beaucoup plus pro-ukrainienne qu'on ne le dit. Il n'y a pas eu une bascule chez les Républicains. Les Républicains restent fondamentalement attachés à l'interventionnisme américain et estiment d'ailleurs que défendre l'Ukraine, c'est aussi défendre les intérêts américains. Elliot Maman, Michel Taube, j'aimerais qu'on reparle de l'Europe qui semble mise de côté. Comme nous le disait Frédéric Ancel, pas d'échec forcément pour l'Europe par rapport à ça, mais par contre, on peut pas dire qu'on est encore une fois à la table des négociations. On est peut-être on a pu parler, chuchoter à l'oreille de Trump, c'était il y a quelques jours par visioconférence. A priori, l'Europe sera surtout chargée d'encadrer la sécurité. Ça aussi, c'est acté, Michel Taube, ou dans l'inconscient collectif ? Non, rien n'est acté, parce que si Vladimir Poutine ne veut pas entendre parler des Européens qui sont quand même les principaux alliés de Zelensky, ça va être compliqué. Et encore une fois, moi, je reste absolument convaincu que le risque, Donald Trump parlait de 25% de risque d'échec de ce sommet. Mais moi, je pense que ces 25%, il faut les considérer de près. Parce qu'encore une fois, je pense que si Trump dit à Poutine, tout à l'heure, bon, maintenant, on ouvre un deuxième chapitre, demain, dans une semaine, dans 3 jours, on fait venir Zelensky et les Européens pour discuter des modalités pratiques d'un cessez-le-feu qui pourrait être mis en place, est-ce que Vladimir Poutine va l'accepter ? Est-ce que Vladimir Poutine va accepter de discuter avec Zelensky et les Européens et les Américains de concrètement la mise en place d'un cessez-le-feu et de garantie par les Européens ou la communauté internationale que ce cessez-le-feu serait respecté? C'est pas gagné du tout. Moi, je reste intimement convaincu que Vladimir Poutine veut continuer à affaiblir de mois en mois la résistance ukrainienne. Il est vrai que l'Ukraine a des difficultés sur le plan militaire. Donc pour vous, c'est vraiment jouer la montre. Là, il est là pour faire le show, mais il va pas se passer quelque chose. Pour obtenir une forme de reconnaissance internationale, un retour de Poutine sur la scène internationale. Je rappelle que les Européens ont essayé de l'isoler au maximum et qu'à ce titre, c'est un échec pour les Européens que Trump ait invité Poutine sur le sol américain. Je parle même pas des poursuites pénales internationales de la CPI, de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine, dont les États-Unis s'en foutent. Excusez-moi, on a compris. Voilà, excusez-moi la formule. Parce que les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI. Mais non, pour Poutine, ce serait une victoire. Mais effectivement, je pense qu'il veut peut-être gagner du temps, parce que sur le terrain, il veut continuer, à mon avis, à avancer, même s'il a du mal, mais les troupes russes avancent un peu. Et donc, je pense que ces 25% de risque d'échec, il faut les envisager également. Elliot Maman, vous partagez ? Oui, mais dans le même temps, il faut tout de même reconnaître que, en cas de négociation, l'Ukraine ne serait pas nécessairement en position de force. D'ailleurs, du fait de la responsabilité notamment des alliés occidentaux, de Joe Biden et de l'Union européenne, qui ont longtemps tardé à doter l'Ukraine d'armes qui seraient susceptibles pour le pays de véritablement peser en cas de négociation face à Vladimir Poutine et face à la Russie. Mais à l'heure actuelle, la progression, la percée russe dans le Donbass menace tout de même les dernières fortifications de l'armée ukrainienne, selon ses propres dires. Donc, elle n'est pas exactement dans une situation tout à fait adorable en vue d'éventuelles négociations. Et par ailleurs, la difficulté est que Donald Trump a tout de même une vision très transactionnelle de la diplomatie et que si véritablement l'Ukraine devait siéger à une table de négociation avec la Russie, on se demande bien quel pouvoir transactionnel aurait-elle, puisque les alliés occidentaux l'ont empêché de détenir quelques portions du territoire russe qu'elle pourrait ensuite faire peser en cas de négociation territoriale avec la Russie précisément. Et je vais devoir vous couper, c'est très intéressant. On fait le journal et on poursuit cette grande discussion autour de ce rendez-vous Trump-Poutine. Demain, retrouvez sur Europe 1 l'entretien Une date, une histoire avec le spray répulsif anti-pique pur essentiel. La protection 100% naturelle, efficace 7 heures contre tous les moustiques et insectes piqueurs en pharmacie. Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 € par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats. C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard. Europe 1.
le journal permanent. 20h45, le journal d'Adrien Spiteri. Donald Trump est arrivé en Alaska sur la base militaire d'Anchorage pour un sommet très attendu avec Vladimir Poutine. Le président américain et le président russe se retrouveront à 21h30, non pas en tête-à-tête, mais avec des conseillers. Les négociations pourraient durer 6 à 7 heures selon le Kremlin. Volodymyr Zelensky, lui, compte sur Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il annonce l'envoi de renforts dans l'est du pays. Objectif, stopper les avancées russes. Selon le président ukrainien, Moscou subit de lourdes pertes pour obtenir des gains territoriaux ces dernières heures et assure que l'Ukraine a repris certains villages de l'Est. La vague de chaleur se poursuit en France. 66 départements seront en alerte orange demain. Ce samedi, 2 départements seront en rouge pour des risques de feux de forêt. C'est le cas de l'Aude, déjà touché par un incendie dévastateur ces derniers jours. Une salle de prière musulmane visée hier soir par une tentative d'incendie à Châtillon-sur-Seine en Côte-d'Or. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dénonce aujourd'hui un acte anti-musulman d'une grande lâcheté. Une enquête pour dégradation est en cours. Et puis la Ligue 1 est de retour. La première journée commence à l'instant. Rennes affronte Marseille ce soir. Demain, Lens affronte Lyon à 17h. Le PSG se déplacera sur la pelouse de Nantes dimanche. Et Adrien aura son maillot du PSG sur les épaules. Évidemment. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. 20h47, toujours entouré d'Eliott Maman et de Michel Taube. On poursuit encore comme ça quelques minutes sur ce grand rendez-vous historique, et je pèse mes mots, attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage. Le président américain est arrivé en Alaska. L'arrivée de Poutine semble d'être le cas d'une minute à l'autre, on va le voir. En tout cas, Eliott Maman, à moins de 3 quarts d'heure de ce rendez-vous entre ces deux poids lourds de la scène politique internationale. L'Europe, son pouvoir d'influence, on en est où? Existe ou existe pas? Je pense qu'à défaut d'avoir un véritable pouvoir d'influence sur le terrain, l'Europe dispose d'un pouvoir de nuisance, pardonnez-moi. On a bien vu par exemple que... On peut être le petit moustique qui vient embêter. C'est un peu ça. À l'origine, Donald Trump n'avait pas nécessairement envie de poser des limites à sa rencontre avec Vladimir Poutine ce vendredi, mais c'est véritablement à la suite de la rencontre virtuelle entre les divers Européens réunis à l'initiative de Friedrich Merz et Donald Trump qu'il a concéder le fait qu'il ne fallait pas que des discussions territoriales sur la question ukrainienne aient lieu sans la partie ukrainienne. Donc c'est tout de même quelque chose que les Européens ont plus ou moins réussi à obtenir, mais concrètement sur le terrain, l'intégralité de l'aide, tant militaire que civile, envoyée par les États-Unis à l'Ukraine depuis le début de la guerre en 2022, équivaut à environ 200 milliards de dollars. L'intégralité de l'aide envoyée par l'intégralité des pays européens au cours de cette même période atteint difficilement les 100 milliards de dollars. Donc on comprend bien qu'il y a une asymétrie absolument fondamentale qui limite la capacité des Européens de véritablement imposer leur volonté. Et par ailleurs, les Européens se sont aussi pliés à certaines des exigences américaines. Par exemple, Joe Biden avait lui-même décidé qu'il ne fallait pas envoyer à l'Ukraine des missiles Patriot jusqu'à l'année 2024, missiles qui pourtant, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, auraient pu permettre à l'Ukraine d'avoir une force sur le territoire russe qu'elle ensuite pourrait faire valoir en cas de négociation territoriale avec la Russie, mais les Européens n'ont pas agi différemment puisque l'Allemagne n'a pas livré de missiles russes à l'Ukraine avant la fin de l'année 2024 là aussi. Donc on voit bien qu'il y a quand même généralement un alignement entre les volontés de la diplomatie américaine et les pratiques de la diplomatie européenne. Michel Taube, j'ai une question là, bien évidemment on ne fait que le répéter, le grand absent depuis plusieurs jours ça va être Volodymyr Zelensky qui voit potentiellement son pays comme ça, bon gré mal gré, qui va peut-être être éclaté en puzzle en fonction de ce qui va peut-être se dire aujourd'hui lors de cette rencontre entre Trump et Poutine. Le grand absent de cette prise de contact, comme l'appelle Trump, c'est donc Zelensky. Et alors que Donald Trump évoque un possible sommet avec le président ukrainien, c'est ce que dit Trump par la suite, si les discussions avancent. Est-ce que c'est une stratégie de médiation ou au protocole habituel, selon vous? D'abord, moi, je suis convaincu que Trump a le droit de rencontrer seul Vladimir Poutine. Entre Américains et Russes, ils ont le droit de se parler sans qu'il y ait des tiers présents. Moi, mais quand Donald Trump annonce que, quoi qu'il en soit, il y aura des terres qui vont partir... Non, ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième, c'est qu'effectivement, sur le conflit lui-même entre l'Ukraine et la Russie, il est évidemment hors de question que les États-Unis décident seuls du sort de
de l'Ukraine. Et pour nuancer peut-être un tout petit peu ce qu'a dit Elliot Maman tout à l'heure, si je puis me permettre, je pense quand même que l'Europe, alors évidemment, a de grandes difficultés avec des divisions internes, avec une technocratie qui est extrêmement lente, une Madame von der Leyen qui n'a pas l'étoffe d'un chef d'État comme l'ont les dirigeants allemands, français, italiens, polonais. L'Europe quand même aide l'Ukraine à résister. D'ailleurs, l'Institut Le Mieux Renseigné au Monde, l'Institut de Kiel, vient d'expliquer que les financements que l'Europe apporte à l'Ukraine ont dépassé les financements des États-Unis depuis le déclenchement de la guerre en 2022. Donc l'Europe quand même existe, pas suffisamment, mais elle existe. Quant à Vladimir Poutine, c'est très simple. Si Zelensky, si l'Ukraine refuse l'accord que veut imposer Trump ou Poutine, s'ils s'entendent, il sera pas mis en œuvre. Donc la réalité, c'est que tout le monde a intérêt à ce qu'à un moment donné, on se retrouve autour d'une table, soit pour une solution à minima qui serait celle d'un cessez-le-feu opérationnel sur le terrain, soit peut-être plus tard un accord de paix définitif. Mais dernier point que je dois dire, c'est que de toute façon, si on veut sortir de cette sale guerre qui a commis des centaines de milliers de morts et 1 million, on l'évoquait tout à l'heure. 1 million, c'est considérable, une véritable boucherie qui a lieu encore aujourd'hui sous nos yeux. Si on veut en sortir, de toute façon, il faudra que l'Ukraine et la Russie acceptent l'une et l'autre des concessions qui seront très très difficiles. Ça ne sera pas possible autrement. Et donc, j'espère que Trump mettra tout son poids pour pouvoir essayer d'en convaincre les deux parties et que rapidement, ils se mettront autour d'une table. Elliot Maman, est-ce que Vladimir Poutine a encore le temps d'attendre? Est-ce que ça peut durer, s'enliser? On parle aussi souvent qu'une guerre parfois se finit pas, mais baisse d'intensité. Mais écoutez, Donald Trump estime en tout cas que l'économie russe est acculée et c'est d'ailleurs pour cela que il est très disert quant au fait qu'il lui suffirait de parvenir à faire baisser encore davantage le cours du pétrole pour que l'économie russe ne puisse plus du tout financer le moindre effort de guerre en Ukraine. Hélas, je ne suis pas sûr que les choses soient aussi radicales que cela. En revanche, il reste vrai que il y a tout de même une volonté pour la Russie de voir une baisse de la pression exercée par les tensions sur son pays, sur sa diplomatie, sur son économie. On a bien vu qu'il n'était pas négligeable pour Vladimir Poutine d'être invité, d'être de retour à la table des grandes diplomaties de laquelle les États-Unis l'avaient totalement exclu. Donc on a un peu fait la chronologie, mais simplement c'est intéressant de rappeler que Vladimir Poutine ne s'est pas rendu aux États-Unis pour rencontrer un président américain depuis 2007. C'était à l'invitation de Bush à l'époque. Il s'est rendu aux États-Unis depuis jusqu'en 2015 pour aller à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, mais il avait ensuite cessé d'aller. Donc il n'était plus jamais revenu sur le sol américain depuis 20 ans pour rencontrer un président et depuis plus de 10 ans pour aller à l'ONU, alors même que d'ailleurs quand on va à l'ONU, on n'est pas véritablement considéré comme étant sur le sol d'un pays. Donc... Et à l'instant même, on a l'avion de Vladimir Poutine qui atterrit en Alaska. Je vous en prie, poursuivez, Elliot. Donc c'est tout de même quelque chose pour lui qui compte, puisque c'est aussi une démonstration de son pouvoir normatif à l'échelle internationale, et alors même qu'un certain nombre de pays de cet ensemble impropre du Sud global que l'on évoquait tout à l'heure comptent notamment sur la supériorité économique de la Russie pour garantir un certain nombre de leurs demandes. Michel Taube, tout à l'heure vous disiez que vous trouviez ça tout à fait normal, et je partage aussi votre point de vue, à savoir que Donald Trump et Vladimir Poutine, deux chefs d'État comme ça, se rencontrent. Mais est-ce que vous partagez aussi l'idée que le prochain rendez-vous ne pourra pas se faire justement sans Zelensky? Ah mais évidemment, pour le dossier ukrainien. Encore une fois, j'insiste, c'est très important. Vladimir Poutine et Donald Trump ont d'autres sujets que l'Ukraine à aborder. Encore une fois, c'est en ce sens que je disais aussi... Pour la next tape, l'étape d'après. Mais pour ce qui est du conflit ukrainien, évidemment, il ne peut pas y avoir de solution, ni de cessez-le-feu, sans la décision souveraine du peuple ukrainien par son représentant légal, qui est le président de la République ukrainienne, Volodymyr Zelensky. Et j'ajoute également les Européens. Rappelons quand même qu'il y a 2 jours, mercredi, il y a eu une réunion longue, très précise, entre les chefs d'État européens, dont Zelensky et Donald Trump, pour préparer ce sommet. Alors qu'une semaine avant, Donald Trump disait « je ne veux pas entendre parler des Européens ». Bon, il a un peu l'humeur changeante, et je pense que cette réunion, elle a été importante. Ça sera d'ailleurs, selon moi, un des points d'achoppement possibles de ce sommet d'aujourd'hui.
Vladimir Poutine va-t-il accepter, si Trump veut l'obtenir, une réunion avec Zelensky et les Européens dans les jours qui viennent? Ça, à mon avis, c'est un des points clés sur lequel, à mon avis, Poutine ne voudra pas aller. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même rappeler quels sont les objectifs de Poutine. Non seulement c'est l'invasion militaire et territoriale de l'Ukraine, mais c'est aussi, pour reprendre ces termes totalement scandaleux, la dénazification de l'Ukraine, c'est-à-dire la chute d'un régime démocratique, non seulement de Zelensky, mais d'un régime démocratique. Parce que Donald Trump veut une solution rapide. Moi, je pense que Vladimir Poutine n'y a pas tant intérêt que cela par rapport à son complexe militaro-industriel, par rapport au fait que sur le terrain, il avance un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc je pense qu'encore une fois, les risques d'enlisement de la discussion sont assez importants. Il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles de ce sommet d'Anchorage en Alaska. Une dernière question pour vous, Elliot. Est-ce que justement un miracle peut survenir ce soir, ou alors a priori c'est déjà un coup d'épée dans l'eau d'avance? Écoutez, ce qui est d'abord compliqué, c'est peut-être quand même le comportement des dirigeants russes. On a évoqué tout à l'heure l'arrivée de Sergueï Lavrov avec un t-shirt qui évoquait l'URSS. Et ça, c'est tout de même extrêmement intéressant parce que c'est une provocation qui est extrêmement amateur en réalité. C'est véritablement une espèce de coup d'épée dans l'eau, une démonstration de force qui n'a pas véritablement d'incidence concrète, mais qui nous fait oublier que la diplomatie soviétique, si elle était extrêmement rigide d'un point de vue tant civique, social que militaire, les dirigeants occidentaux et les dirigeants soviétiques se faisaient toujours en reprenant les codes de la diplomatie classique. Là, on voit qu'avec le gouvernement russe à l'heure actuelle, on est presque dans une inversion encore plus fondamentale des valeurs, puisque même ces mêmes codes qui sont généralement interprétés comme étant le signe de la reconnaissance par les autres parties d'une nation qui avait été mise au banc de la communauté internationale sont bafoués par la partie russe qui pourtant nous explique qu'elle est extrêmement heureuse d'être de retour sur les côtés de la table. Donc c'est quand même un axe de provocation qui est particulièrement dérangeant. Et simplement, juste en 2 mots, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord que l'on ne va pas pouvoir mettre une espèce de sol sur un chemin de discussion qui pourrait tout de même avoir des conséquences vertueuses par la suite. Michel Taub, vraiment 10 secondes. 10 secondes. Au moment où Vladimir Poutine arrive sur le sol de l'Alaska, moi j'aimerais quand même rappeler que l'Alaska a été russe jusqu'en 1875 et qu'elle a 67. Pardon, exactement. Et elle a été vendue pour 7 millions de dollars aux États-Unis. Donc, ils vont peut-être pouvoir se rappeler quelques mauvais souvenirs de l'histoire, mais quel symbole quand même que le président russe arrive sur une telle terre américaine et en plus sur une base militaire américaine. L'avion de Vladimir Poutine qui est en train de se parquer. Merci Elliot Maman, merci beaucoup Michel Taub d'avoir passé cette 2e heure d'Europe 1 Soir Week-end. La météo, Marlène Duré, c'est à vous. Oui. L'été qui marquera une petite pause demain, mardi, avec la fin de la canicule. Oui, effectivement, ce week-end du 15 août. Demain, c'est pas mardi, c'est samedi. Mais mardi, oui. Ça marquera la fin. Oui, ça reste encore chaud ce week-end, anticyclonique. Et puis, effectivement, lundi, le temps va commencer à se dégrader par l'ouest. Mardi, la dégradation va gagner un peu plus de terrain. Et mercredi, changement d'ambiance quasiment partout avec des températures en baisse. Une moyenne de 25 degrés au nord et 27 au sud. Donc, on quittera cet épisode de vague de chaleur. D'ici là, demain, les 40 degrés vont être atteints ou dépassés. 42 degrés dans le Gard, je le sais. Bravo. C'était pas la nuit là, c'est vraiment demain. Effectivement, entre la Méditerranée et la Nouvelle-Aquitaine. Alors, à signaler, petit changement quand même au nord de la Seine, puisque les températures seront sous les 30 degrés, donc du nord de la Bretagne en allant vers la frontière belge et luxembourgeoise. Je rappelle l'alerte orange canicule en cours dans 70 départements. Et demain soir, il ne restera plus qu'une trentaine de départements du sud et de l'ouest en alerte orange. Merci beaucoup Marlène Duré. Encore une petite info à vous partager avant le journal d'Adrien Spiteri. Cet été, vous retrouvez Sophie Davant, c'est tous les dimanches.